Socrates, je l'ai vu tirer contre la Pologne. Il prend sa course d'élan, il s'arrête un peu et il frappe fort en hauteur. Donc je me dis, tu bouges pas, t'attends, tu lui montres pas et je vais partir au dernier moment comme ça, en mettant cette main-là ici. Je me dis, il va tirer peut-être le même en hauteur. J'ai choisi ça dans ma tête. Après, j'ai tort ou pas tort, je sais pas. Et il fait exactement le même penalty. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour cette deuxième partie avec Joël Batz. On va parler de l'Euro 84, le premier titre d'un sport collectif français et surtout le premier titre de l'équipe de France masculine de football. On continuera avec la Coupe du Monde 86, les grands matchs de Joël Batz avec notamment ce quart de finale extraordinaire contre le Brésil à Guadalajara. Personne ne l'a oublié. On commence tout de suite sans plus tarder. C'est parti. Donc, Auxerre, une équipe en constante progression, puisque au bout de ta troisième saison avec eux, vous êtes qualifié pour la Coupe d'Europe, vous passez un tour, il me semble. À quel moment l'équipe de France senior arrive sur ton horizon? Est-ce que tu es contacté à l'époque? En 83, j'ai mes problèmes de santé en 82, là. Je me suis fait opérer en 82. Ouais. Donc, je regarde la Coupe du Monde à la télé en 82, me faisant soigner. Et en 83, je joue avec Auxerre et on me propose. Donc, à l'époque, en 83, j'avais 26 ans. Et on avait droit à deux joueurs pour encadrer l'équipe de France Espoir. On avait droit à 2 anciens. Et ils me demandent si je veux faire le tournoi de Toulon. Donc, la Fédé me demande si je veux jouer avec l'équipe de France Espoir, le tournoi de Toulon. Sachant qu'il y a les JO l'année d'après. Au lieu de partir, ouais, voilà. Et au lieu de partir en vacances, puisqu'on était en vacances, j'accepte, je fais le tournoi de Toulon. Et ça se passe bien, tournoi de Toulon. Et du coup, je fais un bon début de saison. Donc l'année d'après, la saison 82-83, je fais le tournoi de Toulon en 82-83, la fin de l'année. À reprise, donc je fais un bon début de saison avec Auxerre, 83-84. Et on me convoque pour ce match-là, je pense que ça doit être septembre ou octobre. C'est un match, premier match au Danemark, contre le Danemark, avec l'équipe 1 cette fois-ci. Donc, tu vois, je me dis, j'ai bien fait d'accepter de jouer avec cette équipe de France Espoir parce que j'ai pu montrer des trucs là pendant ce petit tournoi. Et puis, finalement, ça m'ouvre peut-être les portes en plus de l'équipe de France A, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je fais mon trou là, pour l'équipe de France. Mais avant ça, t'es pas du tout présélectionné ou t'es vraiment pas du tout dans l'équipe de France Espoir. J'ai été en équipe de France Espoir, mais en tant que vrai gardien en tant que j'avais l'âge quoi pour ça. Là, j'étais pour les deux qui avaient plus de l'âge pour aider l'équipe. Et quand tu vois la Coupe du Monde 82 où il y a eu vraiment énormément de débats sur le poste de gardien, on n'a pas eu Castaneda, mais on a eu un peu tout le monde. On a eu Baratelli, on a eu Ettori, on a eu Bertrand Demann, on a vraiment eu pas mal de gardiens de cette période. Et l'équipe semblait faire vraiment confiance à Ettori. Les anciens, mais le grand public, j'ai l'impression, ne lui a pas vraiment pardonné sa Coupe du Monde, sachant que c'est quand même le seul gardien qui a réussi à arrêter un pénalty d'un Allemand en Coupe du Monde, même si c'était la première séance de tir au but de l'histoire. Toi, quand tu vois ce match, quand tu vois cette compétition, est-ce que ça te démange un petit peu de te dire j'aurais bien voulu y être, ou j'aurais agi différemment, ou j'aurais sélectionné un autre gardien? Comment est-ce que tu... Dans cet état d'esprit-là, quand je regarde cette Coupe du Monde, je suis en train de me battre contre une maladie. Ouais. Je vais donc opéré d'un cancer de testicule. Je fais ma radiothérapie, mes rayons en cobalt. Je suis dans une clinique porte de Saint-Cloud à Paris et je passe les semaines là-bas et le week-end je rentre sur Auxerre. Et ça c'est pendant les vacances. Parce que ouais, donc tu as d'autres chats à fouetter. Donc cette Coupe du Monde, je la regarde en étant en train de me faire soigner, quoi.
Et donc, j'étais loin de penser j'étais à des années-lumière de penser à l'équipe de France. Je pensais surtout à est-ce que je vais Ouais. rejouer, est-ce que je vais vivre déjà. Je vais vivre, est-ce que je vais rejouer. Donc, c'est pas mon truc, ça. En plus, j'étais dans une petite chambre de bonne là, que le club m'avait trouvé. Et j'avais même pas de télé dans la chambre. J'avais même pas de télé dans la chambre. Ah oui, d'accord, la radio, quoi. Il fallait se défendre pour aller. Bon, ça me donnait envie de vomir les rayons que je faisais là. Donc c'était pas. Non, j'étais pas dans le. Mais je me rappelle, j'étais sorti dehors une fois. C'était parce que c'était la première fête de la lumière, la fête de la. Non, ça s'appelle ça comme ça, la fête de la lumière. Non, la première fête. De la musique? Hein, de la musique. Pas la fête de la musique, La oui. fête de la lumière, Fête c'est de à la Lyon. musique, ouais, le La 21 fête de la juin. Ouais. lumière, c'est La lumière, la Ouais. musique. Allez, on est dans la la... lumière, elle existe à Lyon, c'est pour ça. Et c'est Ouais. là. Donc, fête de la musique. J'étais sorti juste pour voir toutes ces musiques qu'il y avait sur le bord de rue. C'était la première fois que ça existait, ou la deuxième fois non, la première fois que ça existait, je crois. Ouais, c'est la première, ouais, puisque Mitterrand est élu en 81 et 82, ouais, c'est la première. Voilà. Donc, j'ai ce souvenir-là. Ouais, donc c'était pas du tout le kiff à cette époque-là. Non. Non. On dit que le milieu du foot est très égoïste, que tu reconnais un petit peu, quand tu as un peu un coup dur, tous les gens qui n'étaient pas vraiment les vrais amis disparaissent aussitôt. Est-ce que tu te sentais vraiment supporté à l'époque? Même si Giroud a fait signer un gardien de but, qui n'était pas très très connu, mais c'était Didier Loiseau, un gardien qui avait joué, je crois, à Alès, qui venait de seconde division, je crois. Il l'avait fait signer au cas où, il avait fait signer, mais voilà, il me faisait confiance, et ils m'ont jamais lâché, quoi. Par rapport à ça, ils m'ont jamais lâché. Giroud a été très bien par rapport à ça. Il a été super. D'accord. Non, non, ils ont été super. J'ai été très bien aidé. Et tu dis dans un de tes livres, il me semble, que quand tu côtoies la mort, que ça te fait quand même relativiser beaucoup, beaucoup de choses. Quand tu reviens de ta maladie, est-ce que du coup ton approche est différente dans la façon de peut-être de relativiser, ou je sais pas, est-ce que du coup tu considères ta carrière, ou est-ce que il y a un avant et un après Ouais. dans ta carrière de sportif et dans ta carrière et dans ta vie d'homme, voilà. Bien sûr, c'est obligé. Ben, tu relativises tout. Tu es vraiment, tu vis les choses vraiment, quoi, vraiment, sans, comment dire, tout est naturel, quoi. Tu fais les choses naturellement. Tu n'as pas l'impression de jouer un jeu ou de jouer à la limite. Et puis tu es plus nature, quoi. Tu te poses beaucoup moins de questions. Tu te dis finalement, tout ce que tu fais en plus maintenant, c'est du bonus, quoi. Je me suis toujours dit après, ce qui m'arrivera maintenant, ce sera du bonus, quoi. Que tu te dis que tu aurais pu, si peut-être que si jamais je joue pas dans un club professionnel comme ça, et que le médecin il voit pas il voit pas ça. Enfin, je lui ai dit que j'avais une douleur, je lui montre et tout ça, mais peut-être que si je suis à Mont-de-Marsan dans la campagne, et que et que je veux pas montrer ce truc-là, peut-être que je suis plus là, quoi. Et c'est ça aussi, hein, c'est dire ça, hein. C'est grâce peut-être aussi à ce métier que finalement j'ai découvert assez tôt, quoi, cette cancer-là, quoi. Et quand est-ce que tu mets ça derrière toi, d'ailleurs? À quel moment tu dis que maintenant t'es de nouveau en vie quelque part? Bah, dès que je rejoue, hein. Dès que je rejoue, après ce qui m'est arrivé là, je me sens vivant, quoi. Même si au départ j'avais des coups de fatigue, hein. J'avais quand même des moments où j'avais du mal à m'entraîner, j'avais des coups de fatigue. Euh, je suis revenu, mais
c'est le football qui m'a porté, quoi, après. Hein. C'est pas facile. Non, mais ça, c'est difficile à il y a des sentiments qui sont difficilement exprimables. Il y a des ressentis qu'on peut pas faire partager aux autres et c'est difficile de faire ça, ressentir certaines choses. C'est à ce moment-là que tu écris. Ouais, aussi, oui. Ouais, un peu pour exorciser un petit peu des choses. Ouais. Et tu te mets à la musique aussi à ce moment-là, ou c'était un petit peu toujours? C'est le hasard, ça c'est le hasard d'une rencontre avec Bernard Sauvat et Claude Valois, qui est une soirée à laquelle qu'avait organisé Claude Valois avec Gérard Sauvat, avec Bernard Sauvat, avec Gérard Rouillet, qui était un amoureux aussi des lettres, Gérard Rouillet, et puis Bernard Sauvat, c'était un de ses copains, puisqu'il avait écrit une chanson Mon ami l'Argentin en parlant de Piazza. Il adorait le football, Bernard Sauvat. Et donc, on lui avait fait rencontrer Gérard Rouillet, et puis on avait discuté, et puis j'avais montré ce que j'écrivais. Et puis ils avaient mis des musiques sur mes mots, quoi. Donc il avait chanté et il m'a dit ce serait mieux, ça serait bien si c'est toi qui les chantais, quoi. Et puis bon, après je me suis fait, voilà, comme je m'en foutais de tout, j'ai dit allez j'y vais, quoi. Voilà, j'y vais. Enfin, comme j'avais pas peur, spécialement peur de ni du ridicule ni de quoi que ce soit. J'ai dit oh, je fais mon truc, ça, voilà. C'était un truc fait avec c'était devenu des amis, quoi. Bernard Sabat, voilà, c'était des amis, hein. Donc c'était un truc fait avec des amis, voilà, sur un bout de table. Je savais pas que ça allait prendre autant d'importance après. Enfin, il a fallu que j'assume et que je défende ce qu'ils avaient fait, quoi, la chanson, quoi. Donc c'est pour ça que je suis en train de chanter Solitude avant de partir au Mexique à l'émission de Drucker, quoi. Voilà. Voilà, ouais, c'est disponible sur YouTube, hein. Donc moi je l'ai regardé il y a pas longtemps et on voit le soulagement sur ton visage quand la chanson est terminée, que tout le monde applaudit. Tu sais que, ça c'est une anecdote, mais le matin du match, du matin donc de cette soirée, on avait encore un entraînement, on était à fond romeu. Et sur ce dernier entraînement, je sors dans les pieds, comme je t'explique, tu sais, je sors dans les pieds sur un ballon, et je sais plus qui c'est qui frappe, et il m'attrape la glotte ici, là. Voilà, il me prend là. Et du coup, je suis tout enroué. En plus, pour chanter, je me dis, je sais même pas si je vais pouvoir chanter et tout, tu sais. Et parce que c'était le soir même. Euh, C'était une anecdote, c'était marrant. En plus, les mecs, ils me charriaient, ils n'ont pas arrêté de me charrier avant que je passe et tout, pour m'allumer. Ils n'arrêtaient pas de m'allumer. C'était bon enfant, c'était super, hein. Mais j'avais pas, c'était en direct, c'était sans, il y avait pas de, c'était pas voilà, c'était en live, c'était pas, voilà, c'était pas un exercice que je maîtrisais, ça, hein. Loin de là. J'aurais préféré justement, Ouais, c'était sans ouais, filet, c'était ouais. sans filet. Enfin voilà, c'est une sorte de bon. Ouais, Et tu aimais bien te mettre un peu, des te mettre un peu en danger, justement là. ouais, mais c'est des bons souvenirs. Ça reste même des super souvenirs, quoi. On en reparle avec, et puis il y a plein qui me parlent parce que voilà. Après une époque, je recevais pas mal de petits trucs comme ça. J'ai reçu beaucoup de courriers sur des enfants des classes sur la chanson L'escargot. Il y Escargot, ouais, avait bien sûr. j'ai reçu beaucoup de lettres de, d'enfants, de maîtresses qui envoyaient des dessins des enfants pour me dire, ouais, on écoute votre chanson, machin, c'est ça. C'était marrant. C'était marrant. Alors, pas sur les enfants, mais est-ce que ça t'a permis de draguer un peu plus ce genre de petite, ce star, quand tu rentres dans le star system de la musique, est-ce que ça t'a permis un peu de draguer un peu Non, plus? non, pas vraiment. Non, c'était pas évident de concilier ce que je faisais là, ce que j'essayais de faire pour défendre le travail de Bernard Sauvage avec Claude Valois, et aussi le, mon métier de gardien de but, de De footballeur. footballeur. Et c'est vrai Oui. que, et après quand j'arrivais, quand je jouais dans des stades comme Nice ou Marseille, et que, et que les mecs ils m'attendaient au tournant, hein. Mais l'escargot, ah bah oui, Ah ouais? bien sûr.
Et quand t'es derrière, tu les entends, les mecs. Quand t'es dans les buts, à l'échauffement, surtout à l'échauffement, tu les entends, quoi. Alors, c'était bon enfant. Il chantait la chanson, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Il me charriait, voilà. Mais bon, ça restait quand même bon enfant. Ça restait bon enfant. Il y a que à Bastia que c'était chaud. Bastia, c'était très chaud. Ah bon, pourquoi? Très chaud, Bastia. C'est resté, même un des derniers matchs qu'on a fait avec Lyon à Bastia, si vous avez le souvenir, il y avait eu un envahissement du terrain à l'échauffement, avec Memphis Depay qui avait frappé au but à l'échauffement, et puis malencontreusement, il avait raté la cible, il avait touché un basket derrière Un spectateur. Et il avait pas fait un truc comme ça, et ça avait dégénéré, il était monté, c'est rentré sur le terrain, ça avait dégénéré. En tant que joueur, tu as des anecdotes de moments très chauds avec Bastia? Des anecdotes, Bastia, c'était simple, le bus n'avait pas le droit de dépasser, de franchir. Enfin, il était obligé de s'arrêter à un endroit qui faisait que tu avais encore presque 100 mètres à faire à pied. Donc, d'accord. Ça doit mettre la pression. Entre deux, je dirais 100 mètres, je vais dire, allez, 50 mètres, 50 bons mètres, avec des flics de chaque côté. Pour arriver au vestiaire, parce que cette année-là, les vestiaires étaient en réfection. Ils refaisaient des nouvelles vestiaires. Donc, on allait à un endroit presque comme des tentes, je sais pas quoi, comme ce genre-là. Et je me souviens, Basile Boli, une fois, il avait reçu un coup de poing d'entre deux policiers. Voilà. Et un peu avant, Zarmatch, une année avant, Zarmatch, je marchais à côté de lui, il y a un mec qui s'était arrêté et il avait sorti son truc comme ça. Il a dit: «Oh, toi, si tu marques ce soir», comme ça. Il avait un et il avait dit: «Oh». Un fusil? Non, un pistolet comme ça. Et il avait juste fait comme ça: «Oh, toi, si tu marques ce soir», comme ça. Il avait dit. Des fois, la pression. C'est un truc qui est pas être costaud, hein. Et alors, justement, il a marqué? Ouais. Comment? Je sais pas. Est-ce qu'il a marqué? Je sais plus. Et vous en parliez ou pas dans les vestiaires, justement, cette anecdote, ou chacun le gardait pour lui? Basile Boli, quand il se fait taper. Mais en plus, on leur disait: «Attention, ici, faites pas les malins ici, les gars, parce qu'ici, attention, hein, faites pas les malins». Et les mecs qui étaient sur le banc, et l'entraîneur qui était sur le banc, le truc, il y avait des tôles juste au-dessus, comme ça. Et quand ils étaient fous et qu'ils commençaient à taper dessus, là, tu ne pouvais plus rester assis sur le banc. Non, mais là-bas, c'était chaud. Bastia, c'était chaud. Une année, avec Auxerre, on menait. Et comme par hasard, toutes les lumières de la ville s'étaient éteintes. Donc, mais pas que le stade, mais toutes les lumières de la ville. Ils avaient fait, enfin, toutes les lumières de la ville. Tout ce qui était autour du stade, tu vois, c'était dans le noir. Mais après, on regardait, mais comment ça se fait que là-bas, au fond, c'est allumé? On disait, là-bas, c'est allumé. Ici, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas d'électricité et tout. Et après, ils ont perdu sur tapis vert. Mais on menait 2-0 ce match-là. Et à un quart d'heure de la fin, ils font... ils font sauter les plombs, quoi. Ça. Ah, mais il y en a eu, là, des trucs là-bas. Des anecdotes. J'ai l'impression que chaque ancien joueur qu'on a eu, qui a eu l'occasion de jouer à Bastia, a eu une histoire complètement folle. Gilbert Grèce avec son équipe, je crois, parce que Gemrich avait fait un doigt d'honneur à un supporter adverse. Après le match, ils ont été obligés de s'enfermer dans les vestiaires avant d'être secourus par la police. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Oui, non, mais c'était... Nous, on l'a connu aussi avec Lyon, là-bas, à Bastia. Là, ça a été chaud. Non, mais bon, c'est le folklore. Non, c'est pas du folklore. Ça n'existe plus, ça, de nos jours. Hein. Oui. De nos jours, ça n'existe plus. Ça, ce sont des choses que tu peux partager entre potes, là, comme on partage là. On n'est pas... on peut dire qu'on est potes, là, mais ça n'existe plus, quoi. Toutes ces choses-là, ça faisait partie du folklore du football, quoi, ça. Ouais. Comme Giroud, quand il voulait, et c'était véridique, quand il voulait gagner du temps, sur des matchs, qu'il voulait gagner du temps, et c'est lui qui rentrait sur le terrain avec la boîte à pharmacie à la place du kiné, et puis il faisait exprès que la boîte elle s'ouvrait en courant, la boîte elle s'ouvrait, il y en avait partout, quoi. Et il était trop fort. Ça a marché une fois, deux fois, mais après ils en avaient marre, les mecs, quoi, tu vois.
Oui. Mais alors, est-ce que c'est vrai quand tu jouais à Auxerre et que tu étais l'équipe adverse, il leur donnait des ballons qui n'étaient pas le ballon du match? Oui. Parce que lui, je crois qu'il était. Des ballons un peu moins gonflés, des fois, ouais. Mais une effet, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est comme une fois, il avait détourné des. On avait droit à une prime que Bourgoin avait donnée aux joueurs. On avait une prime de je sais pas quoi, là. On avait une prime De 10 pour les poulets. joueurs. Et lui, il l'avait détourné pour acheter des équipements. Cette prime-là qui était pour nous, il avait pris pour acheter des équipements. Ce qui fait que nous, on l'a su. Et un matin, avec tous les joueurs, on avait décidé, parce qu'on était très solidaires. C'est pour ça que le club a marché aussi. Hein. Cette année-là où on venait de monter, hein, le club venait de monter, on a été solidaires, on est resté au café du coin, et on a dit on s'entraîne pas ce matin. La grève de Knisna avant même, mais au bar. Au bar, exactement. Et c'est Bourgoin qui est venu et qui a débloqué il a eu vent de l'affaire et il a débloqué le truc. C'est lui qui a débloqué le truc. Mais lui, il avait détourné cet argent-là. Voilà. Et là, Bon, à la limite, on peut dire qu'on peut l'excuser parce qu'il détourne l'argent pour l'équipement. Il était pas allé s'acheter une ferme. Ouais. C'est comme l'année où il y a une année où le dollar avait doublé avait doublé. C'est-à-dire que de 5 euros, avec 5 euros, enfin, il avait doublé, quoi. Et donc, Zarmak, il était Ouais. payé en dollars, ce qui fait qu'il avait doublé son salaire. L'année où Zarmak, il double son salaire, quoi, sans rien, quoi. Juste parce qu'il était payé en dollars, quoi. Les Polonais payés en dollars, il double son salaire. Giroud, il voulait lui diminuer son salaire par deux. Il lui dit, mais non, mon salaire, il voulait faire la grève, lui aussi. Hein. Ah ouais, Moi, d'accord. moi, je ne paye pas, je ne joue plus. Moi, ne pas me payer avec sa moustache, moi, pas jouer, moi, pas jouer. Je te jure. C'était incroyable. C'était comme ça. Doubler son salaire, le mec. C'est vrai. Mais justement, je me demandais, est-ce que là, t'es pas dans le centre de formation, maintenant t'es un joueur à part entière. Qu'est-ce que tu fais de tes week-ends ou tes journées à Auxerre pendant ces 4 ou 5 ans? Je vais aux champignons, je vais promener mon chien, je vais à la chasse, je vais à la pêche, je fais tout ça là-bas. Enfin, partout où j'ai été, je suis des Landes, j'ai jamais renié. Mon oncle, il avait une palombière, j'ai connu la chasse à la palombe. J'ai chassé la palombe dans le sud-ouest, vous ne connaissez pas ça, mais c'est des choses. J'ai accompagné mes oncles à la chasse. Mon papa, je l'ai accompagné avec les chiens, le lièvre, les perdreaux, enfin tout ça. Quoi. Je suis de la campagne. Et Auxerre, c'était le lieu, le pays de Colette et en puisée là-bas. C'était magnifique. Et t'as essayé d'aller avec d'autres joueurs? Est-ce que t'as essayé d'entraîner des Oui, autres joueurs? Oui. mais non, mais ils venaient. Il y avait Zarmak qui aimait bien et Pavel Janas. Les deux Polonais, ils aimaient bien. Et puis, en plus, bon, ils aimaient bien aussi parce qu'on commençait des fois la chasse par aller à la cave goûter un petit vin. Ouais, j'en étais sûr. C'était il est plus de ce monde, M. Quilin, qui était un homme généreux et fantastique, Roger Quilin, qui faisait partie du comité directeur. Et il lui disait, cachez-toi, on ne dit pas Guillaume, on ne dit pas Guillaume. On ne dit pas Guillaume. Il avait peur, mais il nous a. De toute façon, il est au courant, Guéraud, il est au courant de tout. Oui, bah, il est au courant de tout, mais c'était ça, quoi. Et donc, on allait chasser. C'était quand on avait joué le samedi et qu'on avait repos le dimanche et qu'on reprenait le lundi, bah, notre dimanche, c'était notre décrassage, ça. On allait marcher dans les champs, dans les trucs. Après, on était à la Bonne Franquette avec des gens authentiques. C'était génial. Moi, j'ai eu des bons souvenirs de ça. Ça a toujours fait partie de mon équilibre. Quand j'étais à Paris aussi, j'allais à la pêche, à la chasse, j'allais aux champignons. J'habitais à Saint-Germain-en-Laye. À côté, il y avait une petite ville, même un village là où j'allais. J'avais rencontré des gens qui avaient une propriété où je pouvais aller chasser, où je pouvais aller chercher des champignons. C'était génial. J'ai eu de la chance de pouvoir, même quand on était à
en stage après à l'équipe de France, quand il y a eu le centre qui avait été fait, là-bas, il y avait des coins champignons là-bas aussi. Comment ça s'appelle là-bas? Là où il y a le centre de l'équipe de France. À Clairefontaine. Ouais, à Clairefontaine. Ouais, il y avait des coins champignons. Non, ça fait toujours partie de mon univers et de ma vie, et encore maintenant. Tu vois, j'attendais qu'il pleuve pour voir si elle n'allait pas en pousser quelques-uns. Mais... non, c'est mon ADN, ça, la nature, c'est les... Ma jeunesse, elle est là, elle est toujours présente, quoi. Les années les 16 années que j'ai passées dans les Landes avant que je parte, ça Ça t'a a toujours été marqué. mes fondations. Sans une fondation. Alors, on va retourner à l'équipe de France. Donc, premier match, c'est contre le Danemark. Ouais. Perdu 3-1. C'est un peu la campagne de préparation pour l'Euro, sachant que la France est qualifiée d'office. La première fois que tu reçois ce coup de fil pour dire que tu es sélectionné, tu te souviens qui c'est qui te l'annonce? Tu te souviens un petit peu où tu es quand tu apprends que tu vas jouer en équipe de France? Ça doit être d'autant plus spécial, pour reprendre un peu un adjectif américain, mais d'avoir cette convocation justement après ta maladie, après avoir vaincu cette épreuve vraiment difficile. Je n'ai pas ce souvenir-là bien précis. Je sais que 3 jours avant, on joue un match, je crois qu'on a joué un match à Monaco, je crois, où on gagne à Monaco. Il me semble qu'on gagne à Monaco. Et 3 jours après, on joue contre le Danemark au Danemark. Mais je me souviens juste d'avoir joué contre Monaco et qu'on avait gagné, on avait fait un bon match avec Auxerre. Après, j'ai pas de souvenir bien précis de comment je l'apprends. Je ne sais pas du tout. Je pense que D'accord. Giroud avait fait sa petite campagne un peu pour moi parce que quand on lui disait mais peut-être est-ce qu'il n'est pas trop petit, tout ça, mais donc Giroud, il disait toujours que je faisais 1m82 avec les crampons. Oui, 1m82 avec les crampons. Ah bah surtout qu'à part Bertrand Demann, tes prédécesseurs étaient pas. Enfin, Ettori, il fait quoi, 1m73, il me semble? Ouais, il y a eu les grands comme Bertrand Demann, comme André Ray, qui avait joué aussi. Ouais. Tempé, qui était aussi grand, qui était grand. Il y avait Pierre Icard qui a dû faire quelques matchs, qui n'était pas trop grand non plus, Pierre Icard. Ouais, et puis Dropsy, il faisait quoi, 1m85, il me semble? Je suis pas sûr. Il devait être entre les deux. Il était plus grand que moi. Il était quand même plus grand que moi, mais il était entre les deux. Alors, Castaneda était assez grand aussi. Ouais. Et mais après, la taille, je trouve que la taille, c'est. Oui, ça comptait pas tant que ça à l'époque. Déjà à l'époque, bon, c'était peut-être un peu moins, mais après, ça me fait bien rire par moment parce que la taille, les mecs qui parlent de taille, mais t'as des gars, des gardiens, même de nos jours, t'as des gardiens, ils ont de la taille, mais ils l'utilisent pas. Alors s'ils l'utilisent, des fois, on a l'impression qu'ils l'utilisent quand ils s'agrandissent pour aller chercher un ballon. Et nous, en poussant, on y va aussi. Mais ça les aide pas pour aller sortir sur les centres. Et ils se font toujours fusiller de la tête. Ils peuvent aussi se faire fusiller de la tête. Moi, j'aimais bien me mettre en danger pour soulager la défense. Et c'est ce qu'ils aimaient, les défenseurs, c'est que j'allais au casse-route. Après, je bloquais pas, je repoussais pas. Ça m'arrivait de passer au travers. Mais sur la saison, j'avais aidé plus souvent l'équipe et les défenseurs dans les duels que j'avais fait de faute, quoi. Et après, c'est facile. Après, on dit ah oui, là-dessus, il peut rien faire. Il peut rien faire parce qu'il n'a pas essayé de faire quelque chose d'avant, quoi. C'est ça qu'on se dit. Le mec, ouais, il a été fusillé. Il a été fusillé pourquoi? Parce qu'il n'a pas essayé de sortir avant et se mettre en danger à ce moment-là. Donc ça, c'est la solution de facilité aussi. Certains se dédouanent comme ça. Mais est-ce que justement, là tu parles, c'est un peu du leadership de ce que tu dis. Est-ce que justement, là, quand tu es appelé en équipe de France, tu as déjà cette maturité, ce leadership pour analyser ton jeu et dire, voilà, moi je soulage ma défense, je suis quelqu'un comme ça? Je pense que enfin moi, comme le coup que j'avais parlé avec, si j'ai eu ma chance, c'est parce que justement, j'avais une présence aérienne. Une présence aérienne et j'avais ma relance en demi-volée qui était plutôt précise et que je sais qu'ils avaient aimé en sélection.
C'était deux atouts, peut-être que d'autres n'avaient pas. D'accord. Je sais pas, mais je sais que ça a peut-être pu jouer. Ta présence sur les ballons aériens, voilà, c'est de la lecture du jeu, c'est de la lecture, ça. Mais c'est-à-dire que il faut être capable aussi de faire le premier pas, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire le premier pas presque avant, quoi. En même temps que le corner est frappé. Si tu attends de faire quelque chose. Comment tu t'imposes dans une défense qui est déjà bien installée? T'as Battiston, Bossis, bon, Leroux qui est un peu nouveau, mais t'as Amoros aussi, tout ça, une défense qui est déjà bien intégrée, des joueurs qui sont là depuis longtemps. Bossis, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est en équipe de France, il a déjà énormément de sélections. Comment toi, jeune, enfin, plus tout jeune, mais bon, toi quoi, t'as 25, 26 ans, comment tu t'imposes dans cette défense? Est-ce que comment t'es accueilli? Je m'impose en jouant mon jeu. Je m'impose pas D'accord. en parlant. Je m'impose en agissant. Je m'impose en essayant justement. Les joueurs connaissaient mon jeu. Ils savaient que j'allais aller au maximum de ce que je pouvais aller sur les sorties aériennes, par exemple. Euh, voilà. Ou alors, je donnais un ordre. Ils savaient. À un moment donné, quand j'y allais, il me gênait pas dans mon intervention. Il savait. C'était quelque chose, c'était un ressenti aussi. Voilà, ça arrivait il me faisait de la place aussi. Des fois, il me faisait de la place pour que je puisse passer. Après, des fois, c'était eux qui sauvaient et qui dégageaient aussi. Hein. C'était la bagarre, c'est la bagarre. Hein. Mais moi, j'essayais toujours d'aller soulager cette défense, quoi. C'était à l'époque, c'était souvent du marquage individuel. Ça n'existait pas les défenses de zone comme maintenant. Ça n'existait pas beaucoup. C'était homme à homme, quoi. Et voilà. Après, moi, j'essayais d'aller dans les endroits où il y avait pas de, où le ballon allait dans des zones où quelqu'un pouvait arriver lancer. Moi, il fallait que j'arrive avant lui, quoi. C'était ça. C'était d'arriver avant que le joueur lancé, l'adversaire lancé puisse catapulter le ballon. C'était un peu ça. Oui. Mais justement, j'ai l'impression que quand tu démarres en équipe de France, alors moi j'étais c'est à peu près au moment où je découvre l'équipe de France moi-même personnellement. J'ai l'impression que à ce moment-là, tu t'installes vraiment comme étant un patron, quoi. C'est-à-dire que on a une période, les 10 années précédentes, où il y avait quand même une alternance de gardiens, une vraie concurrence. Il n'y avait pas de choix qui a été fait. Ça tournait même en 78, même en 82. Quand tu commences toi à jouer, on a l'impression qu'il y a le nouveau patron qui arrive. Est-ce que toi, tu avais ce sentiment ou ça s'est installé plus progressivement que ce que j'imaginais quand j'étais jeune? Non, moi, j'aime pas ce sentiment-là. Moi, c'était match après match. C'était toujours match après match. Mais par rapport à ça, match après match, moi, quand je suis arrivé en équipe de France, enfin, avant que j'arrive en équipe de France, dans ma tête, où les gens avec qui j'ai parlé me disaient, moi, ce que j'aimerais avoir, moi, c'est avoir une fois ma chance. Parce qu'il y en avait plein qui avaient eu leur chance. Moi, je ne l'avais pas encore eu. Et moi, je dis, moi, ce que je voudrais, c'est au moins avoir une fois ma chance en équipe de France. Après que, si jamais je ne joue pas en équipe de France, mais ce sera que de ma faute. Ce sera ma faute, mais au moins, tu auras eu ta chance, quoi. Voilà. Et j'avais peur de ne pas avoir ma chance un jour. Donc, c'était ça. Et après, c'était du bonus. Et après, quand j'ai été sélectionné pour la première fois, c'est Dominique Perli qui m'a dit, quand j'étais à Auxerre, il m'a dit, Joe, c'est pas une sélection qu'il faut que tu dises, c'est 50 sélections, voilà, il faut que dans ta tête, c'est pas, tu y vas pas pour une sélection, tu y vas voilà, pour être sélectionné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, dans ma tête, ça avait fait quelque chose, ça m'avait fait un truc dans ma tête, ça avait résonné dans ma tête, ce truc-là. Donc c'est ça, c'est presque cette phrase du Cuperly qui m'a dit, ben, allez, vas-y, prends, maintenant c'est toi qui dois t'installer, prends, c'est tout. Mais je ne l'ai pas pris sur les toits, quand Bien j'ai sûr. essayé de le faire par mes prestations. J'ai eu la chance qu'on a eu des matchs amicaux qui se sont bien déroulés, où on est resté, je crois, 7 ou 8 matchs sans prendre de but, un truc comme ça. Euh, et après, on commence les championnats d'Europe dans les meilleures dispositions, avec un match compliqué face au Danemark. C'est très serré, quoi. Mais on était favoris, hein, puisque en 82, ils avaient été quand même en demi-finale. Donc en 84, on joue à domicile, on est favori. Et c'était extraordinaire parce que on a senti on était porté.
non, toute la France était derrière nous, qu'on la sentait partout, quoi. Ça nous mettait une pression terrible, mais on se sentait aussi terriblement fort de voir cette France qui était derrière nous, quoi, c'était incroyable. Je me souviens de quand on était à l'époque, on était à jouer en Josas. Là, quand on est parti pour aller jouer la finale au Parc des Princes, ça fait de jouer en Josas, il y a quand même, oui, 25-30 km, 25-30 km, je pense. Le monde des routes, ils étaient tous là, ils attendaient partout, quoi. C'était fou. Tout le monde pensait, voilà, il faut peut-être la première fois un, un sport collectif va être champion d'Europe, parce qu'on est quand même le premier sport collectif à avoir été champion d'Europe. Quand, tu vois, on a ouvert, on a été quelque part, je dis toujours avec cette génération qu'on a été des pionniers dans pas mal de domaines, qu'on a été un peu des pionniers. Et après, derrière, on a enchaîné des trucs. Après, il y a eu la France qui a gagné la Coupe du Monde, et il y a eu plein de choses, quoi, derrière, qui se sont enchaînées. Mais ces championnats d'Europe, c'est sûr que ça a été quelque chose de fabuleux, quoi, à vivre de l'intérieur dans ton pays. C'était incroyable, incroyable. Justement, pour revenir à 84 et cette championnat d'Europe, comment ça se... Parce que là, on a tous actuellement l'image de Clairefontaine, comment ça se passe, c'est très médiatisé. Comment quand le groupe a été sélectionné en 84 pour faire le championnat d'Europe, qui est donc en France, comment ça se passe justement l'organisation, la préparation de ce championnat d'Europe? Vous êtes dans un hôtel ensemble, vous êtes dans un endroit ensemble, comment ça se passe? Bah ouais, non, on a d'abord un premier stage. On est à fond, on est aussi à Font-Romeu. On est à En Font-Romeu, altitude, ouais. en altitude, on est à Font-Romeu. Et après, on descend, on va jouer en Josas. Jouer en Josas, c'est. Enfin, on va jouer en Josas. Non, on va pas jouer en Josas. On est à Font-Romeu. Et après, on fait les différentes villes, quoi. Donc on commence, on est à jouer en Josas parce que on joue le premier match au Parc des Princes, contre le Danemark. Après on voyage, on va à Nantes, donc on joue à Nantes, on est à l'hôtel. Après on était à Saint-Étienne, on a joué à Saint-Étienne contre la Yougoslavie. Pareil, on est à l'hôtel, on faisait les voyages en avion. Et puis après, on était hébergés dans les différents hôtels, les meilleurs hôtels qu'ils pouvaient nous trouver. Mais voilà, on était après, quand on a joué à Marseille, la demi-finale, on était pareil, on était assez loin, on était près de Aix, je crois. Tu partages toujours ta chambre avec le même joueur? Euh, très souvent, j'étais avec Dominique Rocheteau, et très souvent. Il vous avez mis ensemble à cause que vous aviez les mêmes cheveux ou rien à voir? Non, mais parce que déjà, on était dans la même chambre au PSG, on était souvent ensemble au PSG. D'accord. Quand on avait joué ensemble au PSG. On a joué ensemble. Donc, je l'ai connu en plus, la première fois que je l'ai connu, c'était quand j'avais fait mon stage à Saint-Étienne? Saint-Étienne. Je l'avais vu, mais il avait les cheveux tout courts parce qu'il était à l'armée. Il a 2 ans de plus que moi, je crois. En gros, il était à l'armée quand j'avais été là-bas. Et c'était marrant, quoi. Ben, c'est marrant, mais on a l'impression, alors corrige-moi si c'est pas le cas, mais que vous avez un peu le même tempérament. Un peu fan de musique, fan des grands espaces, fan de la nature. Ouais, on s'est beaucoup. On s'est, on avait des centres d'intérêt assez communs, c'est vrai. Un côté un peu romantique. C'était quelqu'un qui était cool, qui était pas, c'était pas, comment dire, c'était pas un exubérant, quoi. Ouais, un introverti, quoi. Il aimait la vie, mais c'était pas un exubérant, quoi. Mais il aimait la musique, quoi. Il aimait beaucoup la musique. Ce qui est marrant, c'est que ma mère, par exemple, ses deux joueurs préférés, c'était toi, Joël, et Dominique Rocheteau. C'était vraiment les deux joueurs qu'elle préférait. Qui? Ma mère. Ah oui. Ah oui, oui. Mais Surtout sur des critères physiques, hein, plus que sur d'autres critères honnêtement footballistiques. combien de fois on m'a confondu avec lui? Ah ouais. C'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Et, une fois, c'était, je partais en sélection. J'étais à l'aéroport et une dame qui m'accoste, qui me dit
Il dit, ah, Dominique, alors, comment ça va, tout ça? Et je dis, mais je suis pas Dominique, et c'est qui je suis, tout ça. Et c'était Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, avec qui Ah elle ouais. avait tourné un film, ou qu'il avait fait quelque chose avec Isabelle Huppert, et elle croyait que j'étais Dominique Rochetou. Les faux jumeaux, Joël Batz et Dominique Rocheteau. Donc en fait, pour l'Euro, donc vous bougez d'hôtel en hôtel. Toi, t'es plutôt à coquiner avec Dominique Rocheteau. C'est quoi l'ambiance dans le groupe France là en 84? Quand on a demandé à Giresse comment est-ce qu'il voyait, quels étaient ses souvenirs de l'Euro 84, assez bizarrement, l'impression qu'on a eue, et c'est un peu la même avec Bossy, c'est que ça reste la première victoire d'une équipe collective, hein, d'un sport collectif français. Et pourtant, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, en tout cas pour eux, et Guillaume, dis-moi si ça concorde un peu avec tes souvenirs, c'est pas le pic. Vraiment, c'est pas le pic émotionnel pour eux, quoi. C'est que ce que Giresse nous avait dit de manière assez lapidaire, c'est que l'Euro 84, on donnait la balle à Michel. Michel marquait les buts, il nous gagnait les matchs. Et en gros, c'était un peu ça la stratégie. Bon, c'est une caricature, hein, mais est-ce que c'est un petit peu au niveau émotionnel, comment toi tu te souviens de cette compétition? Moi, je me souviens, bien sûr, avec le recul, que Michel a été décisif dans beaucoup de matchs, et qui nous a sorti de certaines situations un peu difficiles. Mais je crois que moi, émotionnellement, le pic, moi, émotionnellement, c'est France-Portugal à Marseille. Moi, là, quand même, je pense que si eux, ils n'ont pas eu d'émotion dans ce match-là, je, je comprends pas qu'ils aient pas eu d'émotion dans ce match-là, quoi, parce que c'était quand même un match incroyable, dans une ambiance incroyable, avec un dénouement incroyable, et, le fait de pouvoir de jouer une première finale, de jouer une première finale. Et ces dénouements, je me souviens quand donc Michel Platini marque le but après le déboulé de Jean Tigana, je me souviens d'être tombé à genoux. Ce que je fais rarement, mais pas toujours très démonstratif, mais euh, je suis tombé à genoux, les bras au ciel, parce que j'étais en train d'imaginer la séance de tir au but. Moi, j'étais presque dans ma séance de tir au but. On était au bout des prolongations. Et là, j'avais zéro piste, hein, à l'époque, hein, sur les tireurs et tout ça. J'avais encore zéro piste là, sur les trucs. Donc c'était pas du tout préparé. S'il y avait eu une séance de tir au but, t'aurais été complètement sans Non, filet? non, là, oui, mais c'était après, quand on les prépare, quand les gens ils les préparent maintenant, qu'ils disent des petits trucs. Après, c'est toujours le gardien qui décide quand même, hein. Au dernier moment, il peut se dire, il y a quelque chose des fois il y a un truc dans ta tête qui, voilà, il y a un truc qui résonne, et tu suis ton truc. Mais mais je pensais à ma séance de penalty. J'étais en train de penser à ça. Je commençais à penser à ça. Je me concentrais par rapport à ça. Mais là, j'ai eu une délivrance, parce que je savais que le match, il était fini, quoi. S'il a été resté 4 minutes, Ouais. 5 minutes ou 6 minutes, il n'y avait pas les arrêts de jeu. À l'époque, il y avait 2 minutes d'arrêt de jeu au grand maximum. À l'époque, pas comme maintenant où tu peux avoir 10 minutes d'arrêt de jeu, quoi. Et donc là, c'était, euh, c'était la délivrance, pour moi, une délivrance incroyable, quoi, d'être en finale, quoi. Après un dénouement, je me souviens très bien de ce match-là, parce que je l'ai revu après aussi pas mal de fois, où j'ai fait quelques soirées pour des académies de gardiens de but ou comme ça, où, où on me voit, je sors dans les pieds sur une balle dans les prolongations, sur une balle de 3-1, quoi. Sur Néné, c'est ça, hein? Je sais plus qui c'est qui arrive face à face avec moi, un contre un tout seul. Je décide d'y aller, d'aller au duel, de sortir, et je sors ce truc-là. C'était voilà, c'était une balle de 3-1 à l'époque. À ce moment-là, c'est une balle de 3-1. Et que donc, ou une balle de 3-2, je sais plus, mais c'est une balle capitale. Ouais, Je une crois que balle c'est de 3-1, 3-1, ouais. c'est un truc, Ouais. une balle capitale dans ma tête. C'était dans mon petit coin de tête. Je me suis dit, là, si on se qualifie, là, ben, mon gars, voilà, t'as participé, quoi. T'as participé. Donc, quand ce but arrive au bout du bout,
à Marseille, dans une ambiance, il faisait très chaud ce match-là, c'était incroyable. Toute cette lumière et tout, là, c'était étouffant, ce stade. Et moi, j'ai eu des grosses sensations. C'est pour ça que j'ai pas le même ressenti que mes deux copains là, par rapport à ça. Après, la finale, c'est autre chose. Ouais. La finale, c'est différent. La finale, t'es obligé de la gagner, t'es chez toi, c'est un match plutôt fermé, ça se gagne sur une petite erreur qui nous aide à être devant. Après, il y a un expulsé, il y a un ou deux trucs tendus. Il y a Baptiste qui me sort un ballon de la tête sur un corner. Voilà, il y a ce tour d'honneur où je veux donner mes gants à ma maman. Et puis c'est Henri Salvador qui est au-dessus qui les attrape et puis qui prend et qui garde les gants. Et ben, on en a parlé, j'ai été la voir dernièrement là et on en a parlé. Tu te rappelles, Henri Salvador, il avait pris les gants là, c'était pour moi que tu les as. Quel voleur. C'était marrant. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, c'est d'après-match. Mais je me souviens de ça et je me souviens de la délivrance de Bruno Bellone. Quoi. Mais voilà, tant qu'il n'avait pas marqué ce but-là, on pouvait être à la merci. Deuxième but, ouais. On était un de moins. Voilà, ça pouvait basculer, peut toujours basculer très vite. Et tu es d'autant plus mieux placé que quand tu es gardien de but, que tu sais que ça peut basculer très très vite. Quoi. Et pour moi, c'était le point d'orgue, c'est pas la finale, c'est la demi-finale pour moi. Voilà. Alors justement, il y a une anecdote assez folle qui est pas hyper connue, il me semble. C'est l'histoire du bus qui vous amène au Vélodrome. Ah oui. Où il y a quasi presque un accident de la route, quoi. Il y a une vitre, la vitre arrière, c'est ça Non, c'est une des vitres sur le côté gauche. On frôle notre en sens inverse dans le camion qui touche le grand rétroviseur. Le rétroviseur, il vient taper l'intérieur de la vitre. Et ceux qui étaient devant, là, je ne sais plus si c'était Jean Tigana. Je crois que c'est Bruno Bellone. Ouais, et Tigana, je crois. Il y avait Jean, me semble. Et ils ont eu chaud. Quoi. Là, oui, ça fait un drôle de bruit. Ça fait un gros bruit déjà. Donc là, et puis et après, bon, il y avait cette prise au vent. Là on a roulé, je sais pas combien de kilomètres comme ça avec cette prise au vent. C'était pas agréable, mais c'est vrai que ceux qui étaient sur le truc, ils ont frôlé la correctionnelle. Là, ouais. C'était un rétroviseur. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça vous. Ouais, non, t'es dans ton truc, quoi. Après, ça te fait un petit peu, voilà, après on rigole un petit peu, mais sur le coup, c'est le bruit qui était impressionnant aussi, ouais. Le bruit était impressionnant. Et la veille de la finale, apparemment, j'ai lu quelque part que t'es parti pêcher avec Bergerot. C'est vrai cette histoire? On n'est pas parti pêcher. En fait, il y avait la jouée en Josas, on était dans le truc des moines, on était dans un monastère. Et, on était dans un truc vraiment privé et un peu à l'écart de tout. Et il y avait une espèce de petit étang, quoi, mais pas très grand, quoi, un petit étang. Et avec le mec, lui, Bergerot, il est du sud-ouest aussi, donc c'est un basque, lui. Et avec Bruno Bellone, et je crois qu'il y avait Bruno et Philippe Bergerot, on s'était fabriqué des cannes à pêche. On s'était fabriqué nous-mêmes, hein, avec un bout de bois, on avait trouvé un fil, je ne sais plus comment on avait eu des hameçons, je ne sais pas si on les avait fait acheter ou si on avait trafiqué un truc. Et je me rappelle, on avait attrapé une carpe. On avait attrapé une carpe une fois d'un mois. Avec des trucs improvisés comme ça. Je sais que les moines, ils n'avaient pas été contents parce qu'on avait sorti un poisson. Bon, on l'avait remis, mais ils nous avaient vu en train d'attraper un poisson, on avait rigolé, quoi. On avait rigolé. C'était une belle anecdote. Ouais, c'est fort quand même. La veille du match. Ouais, la veille du match, ouais. Et est-ce que tu te souviens justement dans les vestiaires avant le match, comment t'es avant la finale? Ton état d'esprit, l'atmosphère Très dans chaud. le vestiaire? Dans le vestiaire très chaud, l'impression d'être. J'ai l'impression que c'est un petit vestiaire, on est presque les uns sur les autres. J'étouffe, j'ai très chaud. J'ai très chaud. On arrivait, il y avait un match de Gambardella juste avant. Il y avait la finale Gambardella qui se joue avant, je crois. Ouais, je crois que ça doit être la finale de Gambardella. Et donc,
On arrive, le match est en train de se jouer. C'est marrant d'ailleurs, on voit ça sur le terrain. Et après, j'ai ce sentiment d'être étouffé, de sortir dans le vestiaire, même pas en étant complètement habillé, mais de sortir dans ce couloir-là où on peut bouger où il y a moins d'air, quoi, moins d'air étouffant, quoi. Tu vois, alors je sais pas si c'était parce que il y avait la pression, je sais pas quoi, mais j'avais l'impression d'étouffer dans ce petit vestiaire. C'est la truc que j'ai dans la tête. Mais pas de truc. Genre, après, voilà, lâcher les chevaux. Après, voilà. Je sais que c'était un match où c'est pareil, ça allait d'un côté à l'autre. Il y avait beaucoup de vent. Par contre, je me souviens qu'il y avait ce jour-là, il y avait le Mistral. Et que sur un but, je suis lobé sur une frappe qui tape le sol. Il monte comme ça, qui prend de la vitesse et qui va finir au deuxième poteau. Ça, je me souviens que le vent, c'est l'ennemi numéro un des gardiens. Le vent, encore plus que l'eau plus que le ballon qui glisse. Moi, les ballons, quand ils étaient mouillés, enfin, quand l'herbe était mouillée, j'ai préféré parce que dès qu'il y avait un ballon en profondeur, je savais que j'avais plus de chances de l'avoir que l'attaquant parce que souvent ça fuse et que j'anticipais beaucoup là-dessus et que ça m'a beaucoup aidé dans pas mal de domaines. Et que quand c'est mouillé, il n'y a pas de faux rebond. Le ballon, on sait la truc qu'il va faire. Mais par contre, le vent, c'est le pire. Parce que tu peux pas analyser ballon en l'air, tu peux pas avec le vent analyser la trajectoire comme si c'était un ballon normal, quoi. Et, j'avais été beaucoup gêné aussi au début quand on est allé s'entraîner en altitude quand on a pris notre temps d'entraînement. Non, mais à Font-Romeu, c'était encore pas trop. Je sentais pas trop. Mais au Mexique, là-bas où on était, je l'ai senti. Les ballons, ils arrivaient vite sur les centres. Les ballons, ils arrivaient à une vitesse. Tu avais moins de temps pour sortir De réaction. que d'habitude, quoi. Euh, D'ailleurs, le gardien, le but qu'on marque contre le Canada, je pense que c'est le vent qui gêne le gardien de but. Pas le vent, c'est la vitesse de la balle. Si vous le revoyez, ce ballon-là, c'est le vent ouais, qui gêne le gardien. C'est la vitesse, la pénétration dans l'air, comme le but que je prends contre l'URSS, le but de 25 mètres, 30 mètres, là. De Rats. De Rats, il est parti à une vitesse, celui-là aussi, sur mon côté gauche, là. Ouais. Il est parti à une vitesse, c'était incroyable. Il y avait une pénétration dans l'air du ballon qu'on ressent. Et ça, les gens, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le juger, ça. Il n'y a que toi qui est là comme un pauvre couillon à subir ce truc-là. Avant la finale, tu te souviens de ce qu'a dit Michel Hidalgo ou qui prend la parole ou comment ça se passe à part la chaleur? Est-ce qu'il a un grand discours cinématique avant le match, un truc à la Gladiateur? Il avait fait son discours, il l'avait basé sur, j'ai encore le souvenir il avait fait une montagne. Il avait fait une montagne et il avait fait un drapeau, quoi, et il avait fait des marches. Et il avait montré que voilà, si on voulait aller planter un drapeau à l'eau, il restait encore une marche. Il restait cette dernière marche. Voilà. Il y avait encore ça à faire pour aller planter le drapeau en haut de la montagne. C'était son image, quoi. C'était son image par rapport à tout ce qu'on avait fait et pour arriver là, mais que le plus dur c'était resté à faire et que le plus beau restait à faire, c'était de planter le drapeau, quoi. Là, c'était ce souvenir schématisé que j'ai de la causerie d'avant-match. Est-ce qu'il y a d'autres capitaines qui prennent la parole? Est-ce qu'il y a Michel Platini prend la parole? Est-ce que toi, tu prends la parole? Non, il parlait dans le vestiaire, Michel. Michel, il parlait avant de rentrer sur le terrain. Il parlait aussi par groupe avec ses milieux de terrain. Il parlait. Moi, c'était de la confiance. C'était toujours de la confiance qu'il me disait, quoi. Voilà, toujours un mot sympa, Michel. C'est quelqu'un qui a amené la confiance à l'équipe de France. C'est lui qui a amené la confiance. Et la confiance, Dieu sait si c'est important, euh, surtout pour un gardien de but. Et il a amené aussi, il a amené cette confiance, pas confiance pour confiance. Il a amené cette confiance parce que il nous a apporté
quelque chose que les Italiens connaissent bien, c'est la culture de la gagne, quoi. C'était le seul à jouer en Italie, à la Juve. Il a gagné les trophées, il savait comment les gagner. Et il nous a apporté ça. Il nous a apporté cette confiance au travers de la culture de la gagne, de se dire que on peut gagner. On peut gagner. C'est pas. euh, voilà. Quand tu n'as jamais gagné un titre au plus haut niveau, tu sais pas comment. Voilà. Lui, il savait et il nous a transmis ça, hein. Pour moi, il nous a transmis ça. Et quelque part, quand Giresse, il dit voilà, Platini, c'était le truc de Platini, eh ben, c'était plus que au-delà on lui donnait le ballon, il faisait tout. Non, c'était pas, je le ressentais pas complètement comme ça. Mais par contre, sur le plan ici, ouais, il nous a apporté énormément. Énormément, il nous a apporté. Sur ce plan-là, c'est lui qui avait le leadership et qui était trouver les mots, c'était un mec, Michel, c'était un mec fabuleux. Tu te retrouvais avec lui dans, dans les entraînements, si tu étais dans son équipe, en équipe de France, il fallait pas perdre, hein. Tu n'avais pas intérêt à perdre, hein. Putain, quand tu jouais avec lui, il fallait pas faire de conneries, hein. Tu as l'impression que c'était aux cartes, c'était pareil, quoi. Lui, lui, il veut gagner partout, quoi. C'est un joueur, il aime le jeu, mais il aime gagner. Il aime gagner. Voilà. Il joue pas pour jouer, lui, il joue pour gagner. Et ça, il l'a inculqué. Et la culture de la gagne, ça se transmet. À une époque, j'extrapole un peu, mais quand je suis arrivé après à Lyon, quand j'étais à Lyon, là, euh, de génération en génération, quand on avait gagné 7 titres d'affilée avec l'OL, c'est pas sur un coup de baguette magique, hein, qu'on a gagné 7 titres d'affilée. C'est parce que les uns et les autres, et les joueurs, les uns après les autres, et ceux qui passaient, ils transmettaient le relais aux autres qui arrivaient. Et la culture de la gagne, ça se transmet. Ça se donne, ça se transmet. Euh, Paul Le Guen, qui a été entraîneur à l'OL, il a parlé aussi d'une chose, et c'était Michel, il était comme ça, c'est vouloir gagner. Voilà, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. C'est-à-dire que moi, je veux gagner, l'adversaire veut gagner, mais la différence, Paul disait, c'est celui qui a l'envie supérieure de gagner. Et dans le mot supérieur, il se cache tous les petits détails d'une rencontre, tous les petits détails de ce que tu fais aussi au quotidien. Dans cette envie supérieure de gagner, c'est pas avoir envie de gagner, c'est avoir envie supérieure de gagner. Et c'est dans ce petit mot-là que tout se cache, tous les secrets des victoires se cachent. Et ça, c'est quelque chose pareil, je sais pas si je m'exprime bien, si vous pouvez le ressentir, mais c'est ça, quoi, c'est ça. Et après, les gens, ils se disent, ouais, mais gagner, mais quoi, comment, quoi. Mais il faut y être dedans, il faut être dans le moule, dans ce truc-là. Ça se joue à des petites choses, un placement d'un mec, quoi. Le mec, il est placé là. Non, t'as pas envie de gagner, toi. Le mec, il est placé là. Ah oui, toi, là, t'as envie supérieure de gagner parce que tu es au bon endroit, au mètre près, au mètre près. C'est un exemple. Voilà. Et c'est ça. Et Michel l'a transmis ça. Comment tu vis ce décalage quand tu arrives en équipe de France où tu as effectivement un mec comme Platini qui et tous les gens qu'on a eu sur le podcast qui ont joué avec lui ont une admiration sans borne pour lui, vraiment. Il disait que c'était le patron, qu'il était exigeant, bon, qu'il y a un petit peu d'ego, mais que voilà, il mettait ses performances, il se remettait en question tout le temps et c'était vraiment la gagne, c'était l'exigence, mais que sur le terrain il donnait tout ce qu'il avait, et puis pas très très souvent c'était lui qui portait l'équipe à bout de bras. Tu arrives en équipe de France et ensuite t'es à Auxerre qui a complètement un autre niveau. Est-ce que tu amènes cet apprentissage de la gagne quand tu reviens à Auxerre, du coup? Est-ce que tu sens que ça change ton approche et que tu transmets cette culture à Auxerre? Ou est-ce que c'est ce qui te fait du coup partir au Paris Saint-Germain parce qu'il y a peut-être une ambition qui n'est pas à Auxerre à ce moment-là? Quand tu gagnes un titre comme ça t'ouvre des portes ici, dans la tête. Ça libère des zones, ça libère des trucs. Et ça te libère tout. Donc, voilà, tu rayonnes, enfin, tu as cette confiance en tant que gardien de but, tu as cette confiance qui te porte et qui confirme certaines choses. C'est-à-dire, voilà, ton jeu, il doit être basé encore sur ça et continuer à ça. C'est bien ce que tu fais, la preuve, ça a marché, ça marche. Donc,
as l'impression que tu te dis, je suis sur le bon chemin, je continue dans cette voie-là. Je dois pas m'arrêter là, je dois continuer à aller chercher encore plus. Mais la confiance, elle te donne des ailes. La confiance, elle te donne des ailes. Pour peu que tu restes, entre guillemets, les pieds sur terre, mais te sublime, quoi. La confiance, elle te fait faire des choses que tu dois faire et qu'il faut faire. Et quand tu n'as pas confiance, ces choses-là, tu ne vas pas les faire. Quand tu as confiance, tu vas les faire. Tu ne vas pas faire plus. C'est pas ça que je veux dire. La confiance ne va pas te faire plus, mais elle va te faire faire les choses qu'il faut faire. Alors que si tu l'as pas, eh ben, tu feras pas les choses que tu dois faire, alors que tu sais faire, et que tu sais faire. Et que tu sais que tu Et dois que faire. tu sais que tu dois faire, mais tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Ben, voilà, le regard de l'autre, la peur de je sais pas quoi, la jambe qui tremble au moment où il faut poser le pied. Enfin, c'est inexplicable non plus complètement. J'essaye de l'expliquer, mais voilà, c'est un équilibre sur un fil. C'est, ça reste très fragile, quoi. Et comme il y avait un truc que j'avais lu, je ne sais plus qui qu'elle avait écrit, c'était sur le livre, c'est la, la confiance, elle se gagne par centilitre et elle se perd en litre ou un truc comme ça, une confiance. Pas quoi. C'est tellement vrai, quoi. Je veux dire que euh, la confiance, tu mets tellement de temps pour acquérir de la confiance et que il suffit que tu fasses une connerie. Tiens, tu vas peut-être sortir en boîte 2 jours avant un match ou un truc comme ça, et tu rentres sur le terrain et tu dis, mais putain, pourquoi je suis sorti là? Je me sens moins bien. Pourquoi je suis sorti là, il y a 2 jours là, putain? Et ça te fait baisser ton truc. Ça te fait baisser ici dedans. Alors que peut-être que tu es bien. Ou alors t'oublies ton maillot T'as le maillot jaune. jaune. Si tu oublies ton maillot jaune, t'es foutu, mon gars. C'est Sartre qui a dit la confiance se gagne en gouttes et Voilà, se perd en ça, litres. tu vois, c'est pour ça. Ouais. Tu nous fais vraiment monter de plusieurs gammes. Hein. En citant Sartre sur le podcast, c'est... Non, mais Le premier, hein, toujours le premier. Mais c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement parlant. Moi, j'ai toujours parlé avec mes gardiens, j'ai toujours fait j'ai toujours pris des images. J'ai toujours pris des images. Tellement parlant, une image. Pour revenir à cette finale, donc il y a Platini qui donne des petits conseils à chacun, qui rassure. T'as Michel Hidalgo qui fait cette image de la montagne. Le match va bientôt démarrer. La première finale d'un sport collectif. L'arbitre a pas encore sifflé. C'est quoi? Qu'est-ce qui passe dans ta tête à ce moment-là? J'irais même plus loin. Je dirais que le match, il a démarré dans le bus qui nous a menés au Parc des Princes. Le match, il a démarré quand les gens, ils étaient sur le bord de la route. J'ai senti des frissons, j'ai senti que ça montait, mais trop vite, trop vite. Et Philippe Bergerot était, et je cite l'anecdote, mais Philippe Bergerot était assis à côté de moi, et je sentais cette pression et ce truc qui montait dans moi. J'ai dit, oh grand, fais-moi rire, raconte-moi, dis-moi une connerie, raconte-moi une connerie. J'ai dit comme ça, j'ai dit, dis-moi une connerie. Et donc, on a commencé à délirer un petit peu dans le bus et ça m'a fait du bien. Une fois que je suis arrivé là-bas, c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Mais j'ai réussi à m'échapper quand même. J'ai réussi à m'échapper de l'importance que ça. Je suis arrivé à relativiser. J'arrivais à relativiser quand même pour être vraiment moi-même. C'est l'anecdote de Fabien Barthez, c'est un peu la même. Tu l'as lu, puisque Michel, si tu as lu mon livre, tu l'as lu quand pour la finale de la Coupe du Monde, quand même, finale de la Coupe du Monde. Il sent qu'il est tendu. L'entraîneur des gardiens, c'est comme par hasard, c'est Philippe Bergerot, c'est son entraîneur. Fabien, il voit aussi que Philippe Bergerot, il est tendu et tout ça. Et lui-même, il sent un peu tendu. Et donc, Philippe, il fait les centres pour les sorties aériennes et il l'entraîne. Et sur un ballon, il tombe au sol et il se met à hurler de douleur. Il fait comme ça, il se relève pas. Philippe, il arrive en courant et tout. Quoi. Putain, tu m'as pété le genou, comme ça. Il était comme ça. Et l'autre, décomposé. Philippe Bergerot, il se décompose. Quoi. Il dit, non, je sentais qu'on était un peu tendus tous les deux. Je sentais qu'on... Donc, il fait ça, quoi, un truc comme ça. Quoi. C'est fabuleux, quoi.
fabuleux. Il va jouer les hommes du la Sud. finale France-Brésil, il arrive à faire un truc comme ça, quoi. Et ça fait. Énorme. Voilà, Finale de Coupe du Monde contre le Brésil, c'est juste incroyable. Et c'est marrant parce que et toi et Fabien et Philippe, vous êtes du Sud, quoi, du Sud de la France. C'est Fabien qui me l'a raconté cette anecdote. Quand sur le livre, j'ai dit je peux la mettre celle-là. Il m'a dit oui, tu peux la mettre, vas-y. Donc je l'ai raconté. C'est lui qui me l'a raconté cette anecdote-là. Tu vois, il y a personne qui la connaissait. Il y a peu de monde qui la connaisse. Mais ça montre en fait que vous essayez. Il y a une pression de dingue. Il y a une pression de dingue et que vous essayez de la faire redescendre avec la complicité des autres gardiens. Ouais, avec une complicité presque bête, mais bon, pas bête, mais quelque chose qui est un échappatoire. C'est un échappatoire. C'est comme quand la veille tu pêches une carpe dans le monastère des moines. On en rigolait entre nous, quoi. C'était irréel, quoi. Bon, c'était marrant, quoi. On en rigole encore, donc, tu vois. Non, mais c'est ces petites choses-là qui font que les gens ne connaissent pas, mais qui font et qui construisent aussi des carrières ou des victoires. Hein. Parfois, c'est tout con, mais ça aide. C'est des choses qui aident. C'est pas non plus, pardon, c'est pas en étant toujours comme ça que tu. Moi, après, j'avais de toute ma vie, après, j'ai fait des trucs. C'était une phrase que j'ai tout sorti à mes entraîneurs avec qui j'étais ou avec mes gardiens et tout ça. Je disais que la rigueur n'empêche pas la bonne humeur. Jamais la rigueur ne doit empêcher la bonne humeur. Ça, c'est tous ceux qui sont comme ça et qui sont comme ça. Ceux-là, c'est foutu déjà d'avance. Ça marche une fois, mais pas 10 fois. Alors, justement, tu parlais, alors je sais plus si c'est quand on avait discuté avant ou si c'était dans ton livre, mais tu parles d'un de tes entraîneurs qui avait pas exactement la même approche, qui à un moment, je sais pas, parce que tu rates quelque chose, il te dit, mais tu me fais pitié. Il te sort une phrase très dure comme ça. Tu me fais pitié ou tu vas rentrer, si tu continues comme ça, tu vas rentrer chez toi à pied. C'était Pierre Tournier dans mon apprentissage. Ouais, est-ce que tu penses que ce genre d'approche un peu violente, ça te forge la carapace ou est-ce que c'est au contraire J'ai dit ce que j'ai dit sur comment tu vois le truc? Je dis, à un moment donné, c'est dur, mais je le remercierai jamais assez de la façon dont il s'est occupé de moi. Et c'est pas toujours en caressant dans le sens du poil. Les gens, ils se rappellent pas ceux qui te caressent dans le sens du poil. Les gens, ils se rappellent de ce que tu leur as apporté. Et lui, il m'a apporté déjà ce début de professionnalisme, de rigueur, d'essayer d'être performant entraînement après entraînement, ce qui est pas évident non plus, toujours. L'excellence, voilà, c'est ça, c'est l'excellence. Et que ce jour-là où je n'ai pas plongé aussi, parce que justement, ce jour-là, c'était pas de l'eau qu'il y avait devant les buts, c'était de la glace. Et que j'étais pas équipé non plus pour arrêter ces ballons-là sur la glace. Ouais. Et que je savais que quand je me blessais sur un côté comme ça, je savais que malheureusement, ça durait des semaines parce que le lendemain, tu dois être obligé de replonger dessus encore. Et sur le lendemain, tu plonges encore. Les fameuses pizzas. Et ça guérit jamais. Et ça guérit jamais. Et après, ça s'infecte. Enfin, mais c'était ça. Et je savais qu'en me préservant un jour, je pouvais gagner 3-4 jours où je pouvais être bien, quoi, après, derrière. C'est ça. Mais ça, je pouvais pas l'expliquer quand j'étais jeune comme ça, au centre de formation. Je pouvais l'expliquer quand j'étais face à Giroud, quoi, tu vois. C'est l'expérience. Alors, juste dernière question sur 84. J'ai lu quelque part que avant le match contre la Belgique, le coach belge dit à ses joueurs que la France n'a qu'une seule faiblesse, c'est le poste de gardien. Est-ce que toi, alors je sais plus si t'en parles dans ton livre ou si j'ai lu quelque part d'autre. Toi, quelqu'un te le dit cette déclaration, on te le dit avant le match pour te chauffer un peu? Je l'ai lu moi-même. Je l'ai lu moi-même cette phrase. Et du coup, ça te. Après, je me sens à la fois visé et pas visé. Je me dis, il dit ce poste-là, le point faible, c'est le poste de gardien de but. Je me dis dans ma tête, je me dis ouais parce que ça fait des années que ça dure, quoi.
Je me dis, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas un gardien français qui sort du lot, enfin, un gardien qui explose, quoi. Qui se Qui se démarque. démarque, quoi. Ouais. Donc, il dit, voilà, c'est le point faible. Ça, c'est le point faible de l'équipe. Et c'est le jour où, et de toute façon, quand tu parles trop, de toute façon, c'est sûr. Ça, c'est. Ah non, mais moi, je vais te dire, attends, donc ils prennent 5-0, donc c'est l'autre en face qui en prend 5. Mais moi, avec les gardiens, j'ai arrêté pas de leur dire. Moi, j'ai dit, mais arrêtez de parler. D'ailleurs, tu les voyais pas parler. Hugo, c'est un taiseux, hein. C'est un peu un taiseux, Hugo Lloris, hein. Mais, oui, Ouais, mais un bon, petit mais peu, ouais. je préfère qu'il fasse une carrière de taiseux comme ça. Il n'a jamais fait de vagues. Il a fait toujours son métier. Après, mais les mecs, quand tu parles, tu es sûr que. Il y en a, combien d'exemples j'ai donné à mes gardiens? Tiens, regarde, lui, il a parlé. J'attends de voir le match qu'il va faire demain. Lui. Je vais voir le match qu'il va. Et c'était même pas moi qui allait voir les gardiens qui j'avais dit ça. C'est eux qui venaient. Oh, Joe, t'avais encore raison. Putain, Joe, regarde, t'as vu? Moi, j'ai buvé du petit lait. C'est pas moi qui allais leur dire. J'ai dit, j'étais sûr qu'ils allaient venir me trouver, quoi, tu vois. Je dis, ah ouais, t'avais raison, quand t'avais raison. Oui, putain, tu vas parler, tu vas dire une connerie, parce que des fois, les journalistes, ils, ils interprètent d'une façon que tu n'auras pas écrit pareil, que tu n'auras pas dit la même chose tout à fait, il suffit d'un mot. Et le jour du match, ton interview, elle passe le matin du match. Et la phrase qu'ils ont changée, putain, c'est un truc où tu parles de ton défenseur central, j'ai l'impression que tu l'aimes pas, quoi, tu vois. Et le défenseur central, il va dire ça le matin du match, et tu vas jouer avec lui le soir. Tu vas faire comment? Ouais, c'est comme ça que j'aurais donné des exemples comme ça. Je dis, à moins tu parles, ou alors quand tu parles, mais loin du match. Tu parles loin du match. Si tu as une interview à faire, tu parles loin du match. Le lundi pour le match le dimanche, un truc comme ça. Et encore, tu dis pas, voilà. Et ça, c'était sûr. Ça, c'est sûr que quand tu parles. Et là, tu disais qu'il y avait des statistiques qui ont été faites, ça, ou pas? Ouais, alors il y a une étude justement sur le trash talking. Je sais plus, je crois que c'était sorti, il y avait eu un grand article qui était sorti pendant une finale NBA, il y avait je sais plus quel joueur qui avait chauffé le joueur adverse, je crois que c'était Draymond Green et qui s'est pris une rouste du joueur adverse justement parce que ça les avait décuplés. Et donc il y avait une étude qui prouvait que celui qui trash talk motive l'équipe adverse et l'équipe adverse performe de manière significative, vraiment performe mieux parce que justement, donc c'est à l'effet inverse. Donc c'est vraiment, ça rejoint exactement ce que tu dis. Donc c'est vraiment, tu te tires une balle dans le pied quand tu essayes de chauffer l'équipe adverse, quoi. C'est que ça ne marche jamais. Enfin, ça marche parfois peut-être pour ceux qui sont un peu faibles psychologiquement, mais de manière générale, ça les motive pour les compétiteurs, ça a l'effet inverse. J'avais lu récemment, j'ai lu le livre de Djibril Cissé et il dit exactement ça pour la finale de la Ligue des Champions où il trouvait les Milanais trop suffisants. Ils avaient montré beaucoup de suffisance et en fait, ça avait galvanisé l'équipe de Liverpool. Non, mais c'est important. Hein. Enfin, il y a des choses, ces choses-là, ça fait partie des victoires, hein, des défaites. Hein. Ça fait partie de l'envie supérieure de gagner. Ferme ta gueule et puis voilà. Alors, on va parler de la Coupe du Monde 86, si tu nous le permets. L'équipe de France qui se qualifie assez facilement. Changement de sélectionneur, on passe d'Hidalgo qui était en poste depuis 8 ans, remplacé par Henri Michel qui était l'entraîneur adjoint, qui était aussi l'entraîneur de l'équipe olympique. Quand l'équipe de France part pour la Coupe du Monde 86, donc toi tu faisais pas partie de l'épopée 82. D'abord, quelles sont les différences entre Hidalgo et Henri Michel? Hidalgo, l'image qu'on en a nous par rapport à ce qu'on a pu collecter en discutant avec tous nos invités, c'est que c'était un côté un peu paternaliste, quoi. C'était un peu le père de famille. Henri Michel, il est très jeune quand il reprend la sélection. C'était la légende du FC Nantes. Des approches un peu différentes. Comment toi tu les différencierais tous les deux? Ouais, ben, t'as un peu résumé ça. Hidalgo, oui, il était plus âgé déjà qu'Henri Michel. Il y avait une différence d'âge. C'était oui, le père, je dirais presque même le père spirituel et quelque part le père du football à l'époque, quoi. Tu vois, c'est celui qui connaît le mieux, pour moi, le foot en France. C'est celui
qui a une expérience quand même. Il a capitalisé beaucoup d'expérience et il a fait bénéficier de l'équipe de France en 84. C'est indéniable que qu'Hidalgo, c'est le père spirituel qui mène son équipe à la victoire pour la première fois. Henri Michel, c'est plus euh, déjà c'est pas évident de. C'était l'adjoint donc beaucoup de respect aussi parce qu'il a gagné aussi avec Hidalgo. C'est l'adjoint de Michel Hidalgo. Après, c'est une personnalité un peu plus différente. Henri, c'est plus, il était plus proche des joueurs. C'était quelqu'un qui était encore capable de jouer sur le terrain avec nous, de faire des taureaux ou des trucs comme ça. C'était quelqu'un qui était capable plus capable de plaisanter avec les uns et les autres. Et il n'avait pas arrêté le football si longtemps que ça, quoi, lui. Si on veut dire que qu'Hidalgo c'était le père spirituel, on pourrait dire que c'était le, le frère ou voilà le frère, quelqu'un de la famille très proche, quoi, mais pas le père spirituel. C'est Grand frère, ouais. plus pas le copain, non pas ça, mais quelqu'un de plus un confident par moment, tu vois, quelqu'un qui avec qui tu pouvais parler encore plus ouvertement qu'avec Michel. Avec Michel, tu avais une retenue enfin moi j'avais plus de retenue que les anciens qu'il avait côtoyé depuis plus longtemps que moi, mais beaucoup de respect, toujours beaucoup de respect. Et, et Henri, il arrivait avec sa bonne humeur, sa joie aussi, hein, qui était importante. Dans la vie d'un groupe, tu as intérêt à avoir aussi un leader, un entraîneur qui amène de la joie et de la bonne humeur dans les séances ou dans la vie de tous les jours. Et il doit apporter quelque chose. Et son expertise, elle était aussi souvent en concertation avec Michel Platini et d'autres joueurs, quoi. Il parlait beaucoup avec eux. Il parlait beaucoup avec eux et je pense que voilà, il avait des sons de cloche et après il choisissait, il choisissait. Quelles sont les attentes autour de l'équipe en 86 en interne? Est-ce que vous partez là-bas avec l'idée qu'il faut la gagner, cette coupe? Est-ce que c'est l'objectif intime ou est-ce que vous le verbalisez pas de manière aussi claire? Moi, je ressens pas toujours cette idée-là de notre truc sur le long terme. Moi, c'est toujours, on sait on veut faire quelque chose, euh, que c'est une aventure. Voilà, pour moi, c'est une aventure. C'est une aventure au départ que de se dire on veut gagner la Coupe du Monde. Tout le monde veut la gagner, comme je dis. Mais après, c'est pareil, la mise supérieure de Ouais. gagner, c'est qu'est-ce que tu mets dedans pour la gagner. Et donc, ça du jour après jour, minute après minute. C'est très fluctuant, quoi. Tu vois, tu peux avoir deux blessés, deux, Ouais. trois blessés, tu peux avoir un coup de machin, tu sais pas ce qui va se passer. Mais ce qu'il y avait, c'était, on était parti pour de nouvelles aventures. On avait gagné le championnat d'Europe, on avait gagné la coupe intercontinentale qui existait à l'époque contre le champion d'Amérique du Sud contre le champion d'Europe. On avait battu l'Uruguay là-dessus. C'est l'Uruguay qu'on avait battu, je crois, c'est ça, oui, à 2-0. Donc voilà, on restait sur quand même deux trophées gagnés, quoi, là. Et c'est vrai qu'on faisait partie des favoris. Et on se disait, il n'y a pas encore une seule équipe européenne qui a gagné en Amérique sur le Sur sol, le mais sol en Amérique américain. Ouais. du Nord, quoi, en Amérique du Sud. Il n'y a pas encore une équipe. Et donc, l'exploit, c'était peut-être celui-là de faire gagner une équipe européenne là-bas. Et après, c'est match après match, quoi. Justement, moi, j'ai l'impression que en fait, dans cette Coupe du Monde 86, il y a un côté un peu paradoxal, pas paradoxal, mais un double côté, c'est-à-dire à la fois la force d'une équipe qui a gagné 84 et qui gagnait des trophées, et en même temps la problématique de 82 au fond d'une tête, au fond de certaines têtes. Et donc il y avait un peu cette ambivalence qui était oui, on est fort, mais en même temps il y a quand même 82 dans certains esprits en tout cas dans l'esprit de certains joueurs. Est-ce que toi tu le ressentais? Non, je ne ressentais pas ça comme ça. J'ai ressenti, à un moment donné, j'ai ressenti donc des matchs où on jouait à midi. Souvent, on jouait à midi. Il faisait très, très chaud. J'ai ressenti de la fatigue, malgré que les matchs étaient de très haut niveau.
j'ai ressenti la fatigue entre les matchs, de la fatigue et des douleurs chez les cadres. Et j'ai le souvenir que Michel Platini, il a souffert sur les derniers matchs de sa cheville. Il était, Ouais, il avait une il était tendinite au talon, il c'est était ça? quelque peu diminué. C'est pas faire injure, mais je pense qu'il était un peu diminué. Mais moi, la grosse différence que j'ai eue entre 80, c'est pas entre 82 parce que j'étais pas, mais entre 84 et 86, c'est c'est la France qui est derrière toi. Là-bas, on gagnait des matchs, on arrivait à l'hôtel, il y avait rien, quoi. Il y avait rien, il y avait pas de bruit, il y avait rien. On savait pas l'engouement qu'on donnait en France. Il y avait pas les trucs comme il y a maintenant, tous ces réseaux sociaux, il y avait encore pas. Il y avait encore pas. Et on savait pas ce qu'on était en train de faire. On réalisait pas l'exploit qu'on était en train de faire en se qualifiant, en battant en battant l'Italie d'abord, qu'il fallait battre, Championne du monde en titre. Ouais. et puis après battre le Brésil. Euh, et ça nous a manqué, ça, euh, la pression de la France, tu sais, pour nous porter, ça nous a porté, mais en même temps, ça nous mettait une pression. Là-bas, on a joué certains matchs après, on avait la pression, bien sûr, mais elle était pas palpable, quoi. Elle était pas palpable. Je trouvais que c'est quelque chose qui a manqué pour garder ça, quoi, pour garder ça. Et je trouve que peut-être que le match contre le Brésil où on a chanté dans le vestiaire. Et bien sûr que c'est normal. Après, il y a eu un gâteau d'anniversaire. Je sais plus si c'était l'anniversaire de Max ou je sais plus qui, ou de Louis. Ça fait qui a Je crois qu'il y a Tigana, Platini ouais. et Bossis, ils ont l'anniversaire à 2-3 Ouais, c'est jours ça. d'écart. Ouais. Euh, il y avait, je pense, une euphorie qui était un peu normale, mais on avait aussi de la fatigue. Et l'euphorie a masqué un peu quelque part certaines fatigues individuelles. Et qui a fait que dans certaines dans certains petits trucs décisifs, il nous a manqué quelque chose. Et toi, t'étais fatigué aussi ou pas, ou personnellement? Moi le gros problème que j'ai eu, c'est le dernier match de qualification donc contre la Hongrie, qu'on avait gagné 3-0, je crois. Et sur le dernier centre, je sors. Sur le dernier centre, il y a quand je pose au sol, il y a Thierry Tussaud qui est bousculé et qui me prend la jambe gauche en porte-à-faux. Et c'est la dernière action du match, hein. C'est donc pour ça que je suis même pas. J'ai mal, donc je me fais mal au genou. Pareil, mon genou gauche. Je suis immobilisé. On avait donc 2 ou 3 jours de repos parce que c'était les phases finales étaient terminées, les phases de poule. Et après, il y avait, je pense, 10 jours avant le premier quart de finale. Le premier quart de finale. Et donc, moi, pendant que les autres sont en train de se promener, qu'il y a 2 jours, 3 jours, euh, ils se baladent autour, il y avait un bus qui les avait amenés, tout ça. Moi, je suis resté dans ma chambre avec ma jambe gauche immobilisée. Et mon genou gauche immobilisé, je reste 2 jours un peu comme ça, quoi. Sans trop plier la jambe, faire des soins, des piqûres, que c'était le docteur qui me faisait là. J'avais vraiment mal. J'avais mon ligament latéral interne avait un peu morflé. Et donc après, à partir de ce moment-là, j'ai repris l'entraînement, mais je me suis plus entraîné avec. Je faisais plus les jeux. Je faisais des entraînements spécifiques avec Banide, qui m'a monté au match contre l'Italie. Et j'ai été protégé, si tu veux, quelque part. C'était Albert et Philippe qui faisaient les oppositions à les petits jeux, tout ça. J'ai été protégé par rapport à ça. Et j'ai joué d'ailleurs, on voit bien sur les images que j'ai un bandage sur mon genou gauche. Quand on regarde bien, j'ai mon genou gauche qui est bandé. J'ai joué sous infiltration. J'ai fait le match sous infiltration contre l'Italie. J'ai senti des petites douleurs, mais j'ai continué. J'ai rejoué contre le Brésil. J'ai ressenti encore des trucs, mais j'ai joué. Contre l'Allemagne, je sentais que j'avais beaucoup pioché quoi, par rapport
ici et même là, j'avais beaucoup pioché, quoi. Le début de match se passe pas trop mal. Après, je prends le but sur ce coup franc de Brême que j'aurais dû arrêter, vraiment que j'aurais dû arrêter. Et je m'en suis voulu d'ailleurs. J'aurais pu l'arrêter. J'ai un mauvais positionnement quelque part, peut-être un peu à cause de mon genou, je sais pas, mais inconsciemment. Après, bon, je me dis que euh, on n'a pas marqué derrière, donc j'ai pas en Ouais. avoir pris un parce qu'il y a un face à face. Après, je me suis lobé. Euh, Ouais, il y a une et contre-attaque où il y je avait m'en plus vais de au départ, défense, quoi. quoi. Je m'en vais au départ. Et mais je sentais que plus on arrivait, et plus c'était dur pour un peu pour pas mal de monde, quoi. Tu vois, quand tu discutais avec les uns et les autres, sur c'était un peu dur. Alors que en France, si tu avais un truc en disant ça, tu avais toujours un, un supporter qui arrivait à un entraînement, ils étaient là, les supporters partout. Là, tu allumais la télé, tu avais quelqu'un qui parlait par rapport à l'équipe de France. Il y avait toujours quelque chose qui te faisait que allez, 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 allez. Et là-bas, on n'a pas eu ça. Pour moi, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu Et surtout, le stade était à moitié vide. Enfin, bizarrement, pour une demi-finale, le stade était même pas au complet. ça. Je me rappelle pas de ça, mais En tout cas, moi j'ai le souvenir d'une demi-finale un peu mou du genou. Alors ça n'a rien à voir sans rapport avec ton genou toi-même, mais c'est vrai que c'était une finale où il y avait un faux rythme, les Français avaient du mal, enfin vous aviez du mal même à hausser le rythme. C'était une équipe subie. C'était vraiment. Une des grandes raisons qu'on a fait ce podcast, c'était d'essayer de comprendre cette demi-finale de 86. Parce que quand tu regardes vraiment à froid, tu vois que c'est la revanche. Alors, je sais qu'il y a tout un débat, est-ce que c'était une revanche ou pas, mais au final, c'est quand même une revanche contre la même équipe qui avait battu les Bleus en 82, une grande injustice. Tu as une grande partie des cadres qui est de retour, et tu t'attendais à une rencontre explosive en tout cas. Et comme dit Guillaume, c'était un peu un soufflet qui est vite retombé à plat et où on n'a pas senti, en tout cas en regardant le match, hein, évidemment c'est toujours facile de juger je crois, si je me souviens bien, on a eu une ou deux situations d'égalisation. ouais, Bossis, Euh, ouais. Bossis qui a une occasion. il y a une ou deux balles de un partout. Au début, en première mi-temps, on peut en prendre deux ou trois, mais après, il y a une balle de un partout. Mais il nous a manqué l'étincelle. Il nous a manqué l'étincelle. Il nous a manqué je te dis, il nous a manqué les 50 millions de Français, là, pour nous porter comme ils avaient porté en 80. Mais c'est vrai, moi, je l'ai ressenti. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Là-bas, il n'y avait pas de bruit, quoi. Il n'y avait pas de bruit. Ce que disait Stopira, lui, son impression, bon, d'une part que les Allemands se sont mis à rentrer dedans très rapidement. Lui, il a vite compris que ça allait être un match très physique. Sur son premier contact, il se fait balancer par le défenseur allemand. Mais ce qu'il disait surtout, c'est que peut-être qu'inconsciemment, et c'est dur de se rendre compte de ça, mais qu'inconsciemment, peut-être que la finale de l'équipe de France, c'était contre le Brésil, puisque tout le monde l'annonçait comme une finale avant la lettre, et ça a été un match exceptionnel, un match où il y a eu une fatigue nerveuse clairement très élevée, un match qui a duré longtemps, prolongation, penalty, il faisait très chaud, et que peut-être du coup inconsciemment l'équipe se relâchait, même si c'est vrai que connaissant l'expérience de Séville, connaissant Henri Michel, et sachant que l'encadrement bleu était quand même beaucoup plus expérimenté, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que ce soit une option possible, mais en tout cas c'était ce que lui disait. Il disait que tout le monde pensait que voilà, c'était non, on a battu l'Italie, on a battu le Brésil, et puis bon, bah, l'Allemagne, ce sera sûrement il n'a pas dit une formalité, mais en tout cas qu'il y avait inconsciemment cette idée que l'on a franchi le match, voilà, que c'était la finale avant la lettre, alors qu'il disait que bah pas du tout, puisque c'était qu'un quart de finale. Alors je sais pas si c'est aussi un petit peu ton ressenti, ou si c'est plus vraiment l'absence de public qui, selon Non, pas l'absence toi, du public, c'est l'absence. Non, mais c'est l'absence de chaleur autour de l'équipe. Ouais. c'est aussi entre les deux matchs. C'est la ferveur euh, Ouais. d'un public qui emporte, qui emporte son équipe. Ça nous avait beaucoup aidé en 84. Moi, je sais que ça avait beaucoup aidé. Euh, Là-bas, on a eu du mal à aller chercher. On a eu envie de gagner, mais pas l'envie supérieure quelque part, parce que peut-être il y en Ouais. a qui avaient mal.
il y a eu des souffrances. Il y a eu des souffrances et que ils n'ont pas pu aller au-delà de certaines souffrances, je dirais physiques, hein, enfin, même dans la tête aussi. Je pense pas. Enfin, moi, j'avais pas vécu l'autre France-Allemagne, donc je ne peux pas me mettre à la place de Platini, Bossis et tout cela. C'est parce que moi, c'était pas pareil. Je l'ai pas vécu comme eux l'ont vécu. Alors eux, s'ils avaient un traumatisme, ils l'ont pas montré. Si eux, ils avaient un traumatisme de cette époque-là, ils n'ont pas montré. Après, ce que je te dis, c'est qu'il y a eu beaucoup de joie après le match, qu'on a chanté dans le vestiaire, qu'il y a eu cet anniversaire-là, mais j'ai trouvé que c'était normal de fêter un truc comme ça à ce moment-là. Mais qu'après, il n'y a pas eu justement tous ces garde-boue qu'on avait en France, des gens qui disent allez, il faut la gagner cette coupe, allez, il faut la gagner, il faut la gagner. Il n'y en a pas eu des gens qui ont dit ça. Après, à un moment donné, ceux qui étaient peut-être un peu plus fatigués, peut-être même comme Michel, qui n'a pas eu ce truc de dire pareil, lui-même si lui-même était un peu atteint, quoi. Je sais pas, hein. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Je le ressens plus dans ce truc-là. C'est que c'est pas une décompression. À un moment donné que pour aller planter le drapeau, on n'a pas eu tout le monde qui a fait ça pour aller planter le drapeau comme on l'avait fait 2 ans auparavant, quoi. Et c'est ça qui nous a manqué contre l'Allemagne. D'accord. Alors juste une petite question rapide sur le match contre le Brésil. Quand on arrive à la séance de tir au but, alors j'imagine que vous n'avez pas le temps d'en discuter entre vous, mais est-ce que tu as à part tes intuitions que tu as sur celle de Socrates, est-ce que tu as une liste ou est-ce que vous avez fait vos analyses? Est-ce que tu as une petite liste où on dit lui il a l'habitude de tirer de ce côté, lui il a l'habitude de tirer de ce côté, ou c'est vraiment purement de l'intuition? Est-ce que c'est vraiment à l'intuition que tu vas? C'est de l'intuition, de la réflexion. Un peu de réflexion D'accord. aussi, c'est-à-dire de l'analyse, quoi, de l'analyse, l'intuition, de l'analyse. Bon, Ouais. Mais c'est ton analyse personnelle, c'est-à-dire que tu n'as pas eu des scouts de l'équipe de France qui ont dit voilà, Careca, 80 ça n'existait pas trop à l'époque. Ça n'existait pas trop. Hein. Ouais. Superviser les matchs, c'est arrivé un peu plus tard. Toi qui n'était pas à Séville en 82, est-ce que tu sens une certaine tension de la part des autres joueurs, ou est-ce que tu sens qu'ils se disent merde, on va de nouveau se faire niquer, ou pas du tout? Quand tu es dans là, tu peux parler comme ça, tu vois, parce qu'on est après et que tu n'es pas dans le truc. Ouais, bien sûr. Quand tu es à l'intérieur, quand tu es dedans, tu peux pas faire des analyses comme ça. Tu n'as pas le temps. Tu es en train de parler des trucs, mais tu ne ressens pas ces choses-là. Tu es vraiment dans l'instant présent. Là. Tu ne peux pas être dans ce qui a été ou dans ce qui va être. C'est pareil. Hein. Celui qui pense avant à ce qui a été, il va être dans le négatif. Celui qui pense à après, si jamais il dit ouais, si je marque mon penalty, on va gagner, on va les éliminer. Mais il dit si je gagne, je marque, ou si je rate mon penalty, je vais les faire perdre. Il n'est pas dans l'instant présent. Et des fois, c'est ça qui peut faire rater quelque chose, un truc. C'est-à-dire que si tu es dans l'instant présent, tu te dis voilà, ce gardien, je sais, ou pendant le match ou dans le truc, je sais où on m'a dit, je sais que là, il préfère plonger. Il est plus à l'aise pour plonger à gauche que pour plonger à droite. Donc déjà, s'il est plus à l'aise pour plonger à gauche, je vais quand même choisir là où c'est son point faible. Après, il part plus en hauteur que plus au sol. Donc s'il part plus en hauteur, je vais la mettre plus au ras du sol. Tu as déjà un truc où tu vas dire, je vais la mettre là. À part ceux qui arrêtent leur course d'élan, qui se bloquent et qui attendent que le gardien il soit un peu parti, après il peut changer au dernier moment. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et donc là, il faut que tu aies une certitude. Le tireur, il faut que moi les mecs, quand tu tires un penalty, s'il est bien tiré, il est inarrêtable. Un penalty, faut le savoir quoi. Faut le savoir. Un penalty qui est bien tiré, il est inarrêtable. Tu peux rien faire. Tu peux y aller, c'est sûr, mais sûr. Moi, combien de fois je faisais aussi à l'entraînement, je dis ben vas-y, tu as le droit de partir avant. Moi, je vais tirer fort au sol à droite, par exemple. Et tu as le droit de partir juste un peu avant. Mais s'il est bien tiré, même le mec qui sait que tu vas la mettre là, il peut pas l'avoir. C'est impossible. Donc déjà, putain, tirer bien un penalty, déjà, il pourrait être très bien tiré. À part ceux qui s'arrêtent, il faut qu'il soit frappé fort. Voilà. Et après, il faut qu'il y ait une certaine hauteur.
ou au sol ou en l'air, mais pas au milieu, pas à mi-hauteur. Une fois que tu connais ces bases-là, mais combien de fois il y en a que je vois, ils tirent ça n'importe comment, sans déconner. Mais sans déconner. Quand tu dis ça, tu reprends ton accent du Sud en plus. Non, mais c'est vrai. Après, bon, pour en revenir à mon intuition, mon truc au penalty, j'ai Socrates. Voilà, dans ma tête, j'ai Socrates. Socrates, je l'ai vu tirer contre la Pologne. Il prend sa course d'élan, il s'arrête un peu et il frappe fort en hauteur. Donc je me dis, tu bouges pas, t'attends, tu lui montres pas que aucun truc, et je vais partir au dernier moment comme ça, en mettant cette main-là ici, parce qu'il va tirer, je me dis, il va tirer peut-être le même en hauteur. Je choisis ça dans ma tête. Après, j'ai tort ou pas tort, je sais pas. Et il fait exactement le même penalty. Mais il est bien tiré en plus. Exactement. Le penalty Bah oui, est bien tiré. C'est vraiment un arrêt exceptionnel. C'est juste pour que. Ouais, mais parce que dans ma tête, j'ai choisi ça avant, mais sans anticiper trop. Tu vois, c'est ça le plus truc, c'est ça. Les mecs qui partent. Ça joue à pas grand chose parce qu'il faut à la fois, tu sais ce que tu vas faire, mais il faut pas que tu montres ce que tu vas faire. Qu'il a vraiment baissé. Tu dois pas montrer tes cartes. Il a vraiment baissé la tête une fois que tu as vu que tous les feux sont au vert pour partir là, parce qu'il a la même position, parce qu'il fait la même course d'élan. Là, il peut plus tirer ailleurs que là. C'est pas possible. Et bon, je l'arrête comme ça. C'est super. L'autre que je pars du bon côté et que je suis parti à fond de ce côté-là, c'est celui qui jouait à Montpellier. Comment il s'appelait là, Julio César. Julio César. Vous voyez bien comment quand il joue à Montpellier, les frappes qu'il mettait, les mines qu'il mettait et tout ça. Je dis, lui il va mettre une mine sur ma droite au fond. Parce que quand tu mets une mine, tu es obligé de croiser, tu croises, quoi. Parce que si tu croises pas quand tu mets une mine, tu peux la mettre à côté, quoi, tu vois. Et là, donc il part, et je suis sûr qu'il va tirer fort là. Et je suis parti à fond, mais assez vite quand même là, tu vois, assez vite, mais parce que je savais qu'il frappait fort. Que si je partais pas assez vite, même si je partais de bon côté, je l'aurais jamais, quoi. Mais lui, il frappait très fort. Et quand je suis parti, je sais pas s'il m'a vu partir ou pas, mais il est parti. Et si tu veux, quelque part, quand le gardien il part du bon côté et que le mec il sait qu'il va frapper, il cherche de la mettre le plus possible près du poteau, et il a tapé le poteau. Est-ce que tu penses que c'est toi qui as arrêté en fait le tir de Julio César? Non, je dis pas ça, mais je me dis que. Mais tu l'as influencé, c'est indéniable. Mais je sais pas si je sais que dans d'autres circonstances, j'ai influencé des joueurs. Je le sais que j'ai influencé des joueurs. Là, je vais pas tirer la couverture en moi à dire ça, mais je sais que en partant de ce côté-là à fond, je lui mettais une pression terrible. Je lui ai mis une pression terrible, je le sais. Mais après, ça se joue à quelques centimètres. Si jamais elle était dedans, en bas du poteau, même si j'étais bien parti et à fond, je l'aurais pas arrêté. Donc, c'est toi qui arrête le premier des pénaltys, et ensuite Michel Platini il rate le sien, assez mal d'ailleurs, assez mal tiré de la part de Michel Platini. C'est quoi ton état d'esprit quand tu vois la balle de Michel Platini qui part n'importe où et que c'est à ton tour de passer? T'as quelque chose en tête ou tout de suite t'es motivé? Enfin, Non, je suis dans mon truc. Moi en plus, j'ai un double truc dans ma tête. Moi, je peux à la fois aider l'équipe de France à se qualifier, et dans ma tête, je me dis aussi, si on se qualifie pas, c'est moi qui ai fait le penalty, qui avait fait le penalty contre machin. Je me dis bon, je l'avais arrêté, mais je me dis si t'arrêtes pas des penalties là, ça sert à rien que tu aies arrêté l'autre, quoi. Ça sert à rien que tu aies. Ah d'accord. Tout ça pour ça. Ouais. Le côté un peu tout ça pour ça. Tu fais un truc de dingue. Ça me traverse la tête, quoi, tu vois. Et il fallait que je me sorte ça de la tête. Et donc je me suis réfugié sur des choses un peu. Après Zico, il avait retiré le même ou pas, Zico? Non, hein. Il avait changé ou pas? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me souviens plus. Mais en tout cas, quand Platini rate le sien, c'est juste avant celui de Julio César. Là, on est. Ouais, Zico, il le marque avant. Non, là, je crois que je suis à contre-pied, là, contre.
Parce que je me suis dit, soit il va tirer, enfin, si je me suis dit, il va changer et il n'a pas changé, ou il a changé et j'ai pas changé, moi, je sais plus. Moi, Bah, disons que en plus après Zico, il y a Bruno Bellone qui tire le ouais. sien. Il a un peu Mais de la chance énorme là, que. par contre, là, tu te dis quand même, là, tu te dis, attends, euh, dans ta tête, tu te dis, l'autre, il tire sur le poteau, ça sort, lui, il tire sur le truc, ça revient à la tête du gardien, ça rentre. Tu te dis quand même, il y a quelque Ouais. chose. Et le pire, enfin, le Les pire, dieux c'est du foot étaient qu'après, dans le bon sens. Ouais. juste après, à un moment donné, quand euh, Luis, il tire et qu'il marque, il dit, allez, Joe est avec nous. Voilà, il me dit comme ça. Il passe à côté, là, et puis il me dit, Joe est avec nous. Voilà, il me dit comme ça. Luis. Et Et quand tu vois la finale de la Coupe du Monde qui se décide aussi au penalty, est-ce que tu rongeais un petit peu ton frein? Et tu dois la voir forcément d'un œil un peu particulier. ouais, je la vois. Après, moi, ce que je vois, ce qui me reste dans la tête, moi, c'est la sortie du gardien argentin et l'incroyable occasion de but juste avant les pénaltys. De Kolo Muani. Ouais. Ça, personne n'en parle, presque personne n'en parle, quoi. Mais c'est quand même un duel, c'est un duel que remporte le gardien. C'est fabuleux ce qu'il a fait là-dessus. Après, si c'est peut-être un joueur expérimenté, peut-être il se débrouille pour marquer. Je sais pas, hein, peut-être, je sais pas. Mais on aurait dû être qualifié sur cette occasion-là. On doit être qualifié, quoi. Après, les pénaltys ont été très bien tirés. Je trouve que les pénaltys ont été très bien tirés. C'est toujours une question de timing, toujours une question de partir au bon moment, et c'est pas évident. Ce qu'il y a de marrant, c'est que on peut regarder, et moi c'est ce que je disais des fois à ceux qui tiraient des pénaltys quand j'étais dans des équipes avec qui je jouais. Un penalty, tu le tires au milieu, un peu en hauteur. Tu es sûr de marquer. C'est ce que fait Sopira, ouais, sur le premier penalty contre le Brésil. Non, mais tu es obligé de marquer. Le gardien, il est obligé de partir d'un côté ou de l'autre. Tu te rends compte dans des matchs comme ça, dans des matchs importants. Hein. Dans les matchs comme ça, si le gardien il bouge pas, mais les gens ils disent mais putain, il a pas bougé, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas. Il bouge pas. Pourquoi il bouge pas? Tu vois? Parce qu'il y en a qui aimeraient bien attendre un peu encore pour parce que tu le tires au milieu, c'est aussi un endroit quasiment imparable parce que tu es sûr que le gardien il va bouger. Quoi. Ou alors, il faudrait qu'il bouge vraiment lentement et qu'il puisse garder une main ou un pied. Ils essayent souvent hein, d'ailleurs les mecs, hein, ceux qui savent qui va être tiré au milieu. Mais un penalty bien tiré en hauteur au milieu, c'est aussi quelque chose de très difficile. Arrête. Mais ça me fait rire les mecs qui disent qu'il y a des spécialistes. Qui c'est qui a été qui c'est qui a arrêté un penalty là, qui l'a fait rentrer là, son gardien là, dernièrement? C'est la Coupe du Monde féminine où Hervé Renard fait ça. Hein. Ah, Hervé Renard, bon. Pardon, c'est Coupe du Monde féminin où Hervé fait rentrer une gardienne, alors qui en arrête, hein, mais on perd la séance. 15 pénalty à 14. Ouais. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Elle en avait arrêté, mais l'autre en avait arrêté. Ouais, ouais. Alors Ouais. donc, c'est pareil. Il y a pas de, pour moi, il y a des spécialistes, oui, peut-être, je veux bien, mais je reste avec mon idée qu'un penalty bien tiré est inarrêtable. Voilà. Et le gardien, il a, il a un avantage terrible, et elle est toute mathématique et toute bête, c'est que lui, il a 5 chances d'arrêter un penalty, et le tireur, il a une chance sur une, quoi. Il a une chance sur une. Donc, il a une pression plus importante que le gardien qui a droit à des erreurs, quoi. Si on peut appeler ça des erreurs. Ou des balles. Ou en tout cas des prises de risque. Il a la possibilité il a le de droit prendre de des prise risques. de risque, tu as raison, c'est le mot. Voilà, c'est ça. C'est le seul avantage qu'on peut avoir, qu'on n'a pas sur un penalty qui est tiré dans le champ, quoi, qui est tiré pendant le temps réglementaire. Tout ça pour dire qu'en plus, dans ce football moderne, il y a eu de plus en plus de compétitions qui se terminent comme ça. Hein. On voit l'importance que ça a. Et moi, j'avais lu, je sais plus ce que j'en ai fait de ce livre. J'avais lu un livre justement où c'est un gros truc comme ça que sur l'histoire des pénaltys.
Ouais, il est fabuleux ce livre. Je sais pas où est-ce qu'il est, où est-ce que le truc, mais c'est un livre comme ça où il y a que sur la psychologie et sur les pénaltys, l'histoire des pénaltys depuis X temps. C'est très marrant enfin très marrant. C'est très agréable à lire quoi. Cette philosophie. On en parle souvent sur le podcast justement des pénaltys. Moi, j'avais mon point de vue du supporter de base, hein, que ça vraiment ça se prépare, etc. Et plus j'interroge des pros comme toi, plus je me dis que je sais pas si c'est forcément si ça se prépare, mais que la situation psychologique est telle que tu peux t'entraîner et tirer 1000 pénaltys la veille du match si t'es dans une telle situation de stress que... Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a absolument rien à voir. C'est pour ça que tu as beau, si tu peux t'entraîner sur le fait, il y a encore que tu peux, c'est pas facile parce que si tu veux t'entraîner, il faudra en tirer plein, quoi. Tu vois, il faudra en tirer plein. Et à un moment donné, t'as ta motivation, t'as ton truc qui baisse, t'as plein de choses qui baissent, quoi, tu vois. C'est c'est un duel, quoi. Un penalty, c'est un duel. C'est un duel. Voilà. Après, il y a une part d'analyse en disant si tu es attaquant, tu dis lui bon, je sais que lui il aime pas trop ce côté-là pour prolonger, il est moins à l'aise que l'autre côté il a une envergure terrible. L'autre côté, il va falloir vraiment que j'aille là, je pense que déjà si tu analyses déjà un truc comme ça, si tu l'as vu et que tu le sais, tu tiens compte de ça quand même au départ, tu peux tenir compte de ça à la base, tu vois. Et ça fait partie de ta réussite dans ton penalty, quoi, si tu veux, tu vois. Après, tu sais qu'il faut que s'il part du bon côté, il va partir au milieu à mi-hauteur parce qu'il ne sait pas si tu vas le tirer en haut ou en bas. Parce que d'abord, il faut choisir le bon côté, mais après, il faut choisir en haut ou en bas. Donc, tu as encore un autre choix. Donc, ils partent souvent à mi-hauteur. Ils sont prêts à partir à mi-hauteur. Donc, là, déjà, tu as une autre indication, c'est que il faut que tu le tires fort, mais il ne faut pas que tu le tires à mi-hauteur. Voilà. Après, est-ce que c'est au sol, pas au sol? C'est suivant aussi si le mec il est à l'aise ou pas. Quand tu le tires au sol, tu sais déjà que tu peux le mettre que à côté. Quand tu le tires en l'air, tu sais que tu peux aussi le mettre à côté, mais au-dessus. Tu vois? Ouais. Donc il y a toutes ces prises en considération et ça après ça te fait un pourcentage et qui t'amène à dire voilà je vais tirer là quoi tu vois. Mais ça tu peux. C'est vraiment fascinant cette histoire des pénaltys. Après l'émotion elle te fait aussi vaciller toutes les statistiques et les pourcentages que je te dis. Si le mec il a pas la tête sur les épaules ou alors s'il se laisse emporter, ses émotions l'emportent et il oublie. Tu sais quand tu mets un avion en route, tac 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 tac, il en suffit qu'un et l'avion il va pas décoller quoi tu vois. Et là c'est pareil, tac 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 tac. Et si tu as la pression qui arrive et qui t'envahit, tu oublies tac 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 et tout d'un coup tu vas ouvrir ton pied et putain, j'ai oublié de frapper fort, quoi, tu vois. Putain, j'ai pas frappé assez fort, mais c'est trop tard, quoi. Les mecs, ils font. Ouais. C'est exactement le geste de Max quand il tire, quoi, tu vois. Il attire fort. Oui. Et il fait. Ouais. J'ai compris, putain. Ouais. Toute la misère du monde. C'est ça. C'est assez vite qu'il te rend compte de son erreur. Ouais. Franchement. Ouais. Vous voyez? C'est la fin de ce deuxième épisode exceptionnel avec Joël Batz. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de ce podcast consacré à l'un des plus grands gardiens de l'histoire des Bleus. On parlera du Paris Saint-Germain et de la fin de sa carrière. Je vous rappelle que vous pouvez joindre notre page Facebook, le podcast des légendes, ou notre page Instagram, notre page TikTok ou même notre Twitter, ou alors encore, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des vidéos, vous pouvez aller sur notre page YouTube, le podcast des légendes, et un petit peu partout. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous laisser des appréciations positives 5 étoiles sur les plateformes de podcast qui nous aident, bien entendu, à être mieux classés et donc à pouvoir proposer notre podcast à plus de monde. Voilà, encore merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.